Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF. On démarre cette semaine un petit peu plus courte que prévu. Il y a un petit jour férié qui vient se greffer. Alors, c'est pas pour nous déplaire. On est ravi de vous retrouver jusque 18h pour évidemment les meilleurs des débats, mais aussi les invités, puisque à partir d'aujourd'hui, nous lançons aussi la campagne des législatives. Nous allons vous présenter les différents candidats qui vont se présenter à vous de Paris, en région parisienne, mais aussi Marseille, un petit peu partout en France. On va essayer de voyager chaque jour avec une ou un candidat. En l'occurrence, aujourd'hui, nous serons à Paris. Voici le programme pour aujourd'hui. Le zapping tout à l'heure, évidemment, fin d'émission, le quiz, bien entendu, et l'affaire Tahabouab. Ça vous rappelle des souvenirs il y a quelques semaines à peine. Et aujourd'hui, l'affaire Damien Abad. Mais dites-moi, 2 poids 2 mesures ? Point d'interrogation. On se posera la question, on en débattra dans quelques instants. Aminata Niakate, c'est la première candidate qui sera avec nous. Elle est issue de la NUPS. Dans la 15e circonscription de Paris, elle sera avec vous. Elle sera avec nous tout à l'heure à 17h pour nous présenter son programme, ses envies, son ambition, comment elle voit la fonction de députée. Toutes ces questions lui seront posées tout à l'heure par les débatteurs et moi-même. Et puis dans un instant, notre première invitée, c'est une conseillère régionale, mais aussi conseillère municipale. Et on va parler des quartiers populaires un petit peu avec elle. Et comme quoi, on peut venir des quartiers populaires et tout est possible. C'est ce que nous verrons avec vous et avec elle dans un instant. Bienvenue à tous avec vos appels évidemment pour intervenir dans cette émission. 01 40 33 9000. C'est le numéro du bonheur, le numéro de la liberté en quelque sorte sur France Maghreb 2. Bienvenue à tous, c'est le Grand Forum, c'est parti. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et pour commencer cette semaine, il sera avec nous encore cette semaine. Et c'est pas pour nous déplaire, la belle histoire. Bonjour Mam. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va ? Bon week-end ? Oui, ça va. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? Dis-moi, tiens, je veux tout savoir. Oh, tu sais, à part le repos et profiter un petit peu de ses proches, c'est le moins que l'on puisse faire. D'accord, bah écoute, c'est plutôt pas mal, hein ? Oui, très bien. Gamal Abina, le fondateur des MDC. Bonjour Gamal. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde et bonjour à la belle histoire qui est encore parmi nous, ça fait plaisir. Gamal, qu'est-ce qu'il a fait ce week-end ? Comme d'habitude, rien. D'accord, très bien. C'est passionnant. Tarak Sassi est avec nous, lanceur d'alerte, également faisant partie du collectif Paris Anti-Crack. Bonjour mon Tarak. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Le week-end, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Ah, vous êtes passionnant comme chroniqueur. J'ai coaché mes jeunes, puis c'est tout, voilà quoi. D'accord. Non, c'est formidable, franchement. Et on a fait le plein dans la salle, dans notre premier gala à Maubert Mutualité à la Lucha Libre. Ah ouais, mais tu m'as pas invité ? Ben, pour le 29 juin, tu es invité. Et je vais te présenter un de nos catcheurs même. Ah bah c'est formidable, très bien. Bienvenue à vous trois, bien sûr sur France Maghreb 2. Et nous démarrons cette semaine par une invitée qu'on avait envie de vous présenter. Des parcours de temps en temps qui nous paraissent intéressants. À l'image de Jessie Claude qui est avec nous. Bonjour Jessie Claude. Bonjour à tous. Bienvenue sur France Maghreb 2. Je suis ravi de vous recevoir. Alors vous êtes conseiller régional pour de la même couleur que Valérie Pécresse. Exactement. Voilà. Et vous êtes aussi conseillère municipale dans la belle ville de Fresnes. Exactement. Il n'y a pas que la prison à Fresnes. Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison. Christine, tu n'y as pas pensé, hein ? Oui, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Il a été freiné. Effectivement. Oui, magnifique. Bienvenue à vous, Jessie Claude. Alors, présentez-vous un petit peu aux auditrices et aux auditeurs. Vous avez un parcours plus qu'intéressant. Alors, effectivement, ce qui est, je pense, intéressant dans mon parcours, c'est ce que je fais en tant que conseillère régionale et le fait que je n'y étais pas du tout destinée. Je ne pensais jamais qu'un jour j'aurais fait de la politique et pourtant, j'ai aujourd'hui deux mandats qui me permettent de mener des actions au plus près des publics, je dirais jeunes et moins jeunes. Mais si je devrais reprendre mon parcours, présenter un peu tout ce que j'ai fait, j'ai pu avoir un master en ressources humaines, un deuxième en management international. Ouais. Et à la suite de ça, je me suis dit, bon, ok, je vais aller bosser dans la gestion de projet et autres. Et puis, entre-temps, j'étais conseiller régional jeune de 2017 à 2019. D'accord. Et puis, c'est là que j'ai pu rencontrer un peu Valérie, ses équipes, son environnement. J'ai vu comment elle travaillait.
J'ai dit, bon, dis donc, quand même, elle est sur le terrain, elle fait pas mal de choses. Et à la suite de ça, les municipales se sont lancées dans ma ville. Enfin, on a monté la liste en 2019. Et j'avais envie d'offrir quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, se plaindre, c'est bien, agir, c'est mieux. Si tu n'aimes pas ce qui est fait, qu'est-ce que toi, tu peux apporter de plus? Oui, alors vous avez fait le choix d'entrer dans un parti politique ou Alors moi, à la base, j'étais sans étiquette. Ouais. Je suis vraiment rentré en tant que société civile. Et c'est vrai que je connaissais très bien le groupe politique Les Centristes, notamment avec Nicolas Jeantet, Hervé Morin. Ah oui, Et qu'on salue d'ailleurs, qui est un de mes chroniqueurs, Nicolas Jeantet. Exactement. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, ça représente un peu mes valeurs. Je ne me sens pas enfermé d'un côté ni d'un autre. Allons-y. Ouais. Et finalement, votre parcours dit quoi? Dit que finalement, on peut venir d'un quartier populaire, être issu d'un quartier populaire et finalement faire des choses, agir. Exactement, et j'irai plus loin. Aujourd'hui, j'ai pas spécialement Allons-y. envie d'enfermer, parce qu'il y a des difficultés dans les quartiers populaires et dans les zones rurales. Un jeune aujourd'hui qui est dans une zone rurale, qui n'a pas spécialement accès à une grande école de commerce, il peut aussi sentir les portes se fermer devant lui. Ouais. Donc l'idée, ce n'est pas tant d'où on est issu, c'est de se dire, du moins pour ma part, et ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas mon engagement, ce n'est pas la politique qui a fait naître mon engagement, mais c'est mon engagement qui m'a amené à la politique. Est-ce que, par exemple, la nomination du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, est une bonne chose? Tout à fait. Ouais. Si il est méritant, qu'il a toutes les capacités, pourquoi pas? Ouais. C'est ça, c'est sur ce principe-là, en tout cas, qu'il faut, et non pas parce qu'il fait partie de la diversité. C'est ce qu'il a tenu d'ailleurs à rappeler. On voit qu'il subit les foudres de l'extrême droite depuis sa nomination au ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi alors, question toute bête, mais c'est vrai que quand on est issu des quartiers populaires, généralement, on est souvent de la gauche. C'est un mythe? C'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Vous savez, moi, sur ma ville de Fresnes, qui est une ville de gauche, je me suis, je dirais, engagé sur une liste de droite et d'ouverture, de centre droit. Et moi, j'avais des gens de ma ville avec qui j'ai grandi, qui m'ont dit, mais Jessie, tu peux pas être sur une liste de droite. T'as pas, mais qu'est-ce qu'on t'a proposé? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Et je me suis dit, mais vous êtes encore à ce niveau-là? On est obligé de vous proposer des choses pour que vous alliez sur une liste. C'est du marchandage, l'engagement. Faut-il rappeler, Gamal, que par exemple, la droite a été beaucoup plus ouverte que la gauche en offrant des postes à des gens issus de la diversité? Tout à fait, mais pas n'importe quelle droite. Je mélange pas tout. Oui. C'est la droite gaulliste chiracienne qui a fait cette ouverture à l'époque. On se souvient qu'il avait nommé une ministre qui était d'ailleurs très critiquée, parce que chaque fois qu'on a de la couleur, en général, on est critiqué. Mais oui, la droite a fait l'ouverture que la gauche n'a pas faite. Après, la plus grande ouverture qui a été faite, ça a été Macron. Il faut lui reconnaître cette qualité, puisqu'il a ouvert énormément à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui encore, il le prouve par deux ministres, d'origine subsaharienne, l'autre d'origine nord-africaine. Donc c'est vrai que ça a du sens, mais il faut être très clair sur un point. La gauche nous a toujours pris pour un réservoir de voix, excusez-moi. La droite, effectivement, est beaucoup plus pragmatique. Après, la droite sarkozyste, Pécresse, bon, je suis désolé, vous êtes dans son équipe, j'ai aucune sympathie pour ces gens-là. Je considère qu'ils ont surfé avec l'extrême droite, le discours est extrêmement stigmatisant. Et aujourd'hui, on en arrive même à un truc hallucinant, quoi. Le ministre d'origine subsaharienne qui vient d'être nommé, il doit se justifier de sa couleur. On est obligé de dire c'est parce qu'il est compétent. C'est extraordinaire quand on voit le nombre d'incompétents qu'il y a eu dans le gouvernement Macron. C'est-à-dire que le type, il n'a rien fait encore, mais il doit être compétent. Non, il était un être humain. Ses compétences n'ont absolument pas à être mises en question à partir du moment où il n'a pas exercé. Et surtout, on n'a pas à l'interroger sa couleur. Donc si on interroge sa couleur, c'est qu'il y a un vrai problème en France par rapport à la couleur. Et c'est ce qu'il faut régler une fois pour toutes. Justement, c'est intéressant ce que dit Gamal Abina, et sur la campagne de Valérie Pécresse que vous soutenez, Jessie Claude. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de parcours, justement, dans ce qui a été sa campagne, où elle a voulu quand même mettre la barre quand même à droite toute? Vous savez, il y a plusieurs choses qu'on peut relever en termes d'erreurs dans la campagne de Valérie, mais s'il y en a une que moi j'ai notée très profondément, c'est que je pense que les LR n'ont fait campagne que pour leur électorat. Ils ont parlé qu'aux Républicains, ils n'ont pas parlé à toute la France. Parce que la primaire avait été gagnée, elle a été un signe d'unité. Ah bon, ben c'est bon, on est une famille unie, on avance avec la famille, on remet tout le monde, même des personnes qui étaient assez controversées. Moi aujourd'hui, je ne peux tirer ni sur l'un ni sur l'autre. Ce que je remarque, c'est que les Français ne se sont pas reconnus dans le discours. Et c'est quelque chose que je peux dire à Valérie. À titre personnel, vous n'avez pas été parfois choqué par quelques-unes de ces déclarations, par exemple? Je ne vais pas dire choqué, mais j'étais étonné parce que ce n'est pas ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2022. Je ne dis pas que les clivages un peu raciaux ne sont pas là, mais on doit aller plus loin.
On doit faire plus vite, on doit faire mieux, on est à l'ère de l'innovation, on est à l'ère de la technologie, on est dans une ère où on doit aller plus vite et faire en sorte que le vivre ensemble ne soit pas qu'une expression. Jesse Claude, il y a quelque chose qui est souvent évoqué dans cette émission, et plus particulièrement quand Tarek Sassi est là. Il est bien placé, il nous rabâche parfois qu'il y a des réels problèmes de drogue, de crack au sein de Paris Nord principalement. Est-ce que la région en fait assez pour le coup, et quelles sont ses capacités ? Je vous dirais personnellement pourquoi la région en fait assez, parce qu'aujourd'hui, le collectif de Tarek a pu rencontrer à minima 5 vice-présidents en 2 mois. Ouais. Je ne sais pas qui fait ça. C'est-à-dire qu'il est arrivé en nous disant, il y a telle problématique, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et il en a vu 5. Oui, mais les résultats... C'est là où j'arrive. C'est-à-dire que le problème, je pense, de toute thématique, quelle qu'elle soit, c'est l'actualité. Quand ça ne choque plus, on n'en parle plus. Donc, c'est plus l'espèce de dossier qu'on remet au-dessus de la pile sur laquelle on dit on met tant de crédit. Ouais. Et ça, je pense que oui. Quand ça venait de se faire, il faut trouver une solution, on se met en avant, on met les rendez-vous, on fait tout. Bon, maintenant, qu'est-ce qui redescend ? Et là, on a une autre actualité. On en a une autre, on en a une autre, on en a une autre. Et du coup, celle-ci redescend un peu dans la pile. Non pas que rien n'ait été fait, mais je pense qu'ils ont été submergés, en fait. Tarak, sur cette affaire, justement, le fait que tu aies rencontré des personnes importantes, mais la situation n'a pas évolué, n'a pas changé. Mais alors, à ce moment-là, moi, le même reproche que je peux faire à la région, je peux le faire aussi à la mairie, je peux le faire au gouvernement. Pour moi, qui est encore plus responsable. Mais en attendant, il y a eu un suivi, il y a un dialogue, il y a des choses qui se font en continu. Certes, il y a une actualité électorale qui a beaucoup freiné ce qu'on essaie de mettre en place. Et ça, je le déplore. Et ça m'énerve beaucoup. Parce que, je veux dire, là, moi, ce que je vois, là, c'est que ces élections législatives, ça ralentit encore plus des urgences. Et il n'y a pas que moi qui en souffre. Hein. Pierre-Henry... Tu peux interroger le Secours catholique et beaucoup d'associations aujourd'hui sont freinées. Pierre-Henry, je suis pas sûr qu'il en souffre réellement. Ah si, j'en ai parlé avec lui. Ah oui. J'en ai parlé avec lui, il y a beaucoup de subventions qu'il ne perçoit pas, sur lesquelles il ne peut pas mener des actions. Non, mais après, moi, je vous rapporte. Oui, et je vous ai cité aussi le Secours catholique. Après, blâmer uniquement que la région Île-de-France quand ils ont eu cette ouverture et ce dialogue et qu'ils ont eu, désolé si vous croyez que je fais du zèle, mais ils ont un conseiller régional qui vivait au milieu de ce qu'on vivait, qui était Pierre Licia, qui a vu sa femme se faire menacer lui-même, c'est pas rien. C'est pas rien. Après, je veux dire, on peut critiquer les avis politiques, on peut critiquer beaucoup de choses, il n'y a aucun problème. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le terrain, il a été fait. Et si Jessie, je suis fier d'être à côté d'elle, c'est parce que c'est une femme de terrain. C'est une femme qui sait critiquer, des fois qui sait me remettre en question et qui me permet aussi de m'améliorer. Tu vois ? Et le sens critique qu'elle a, même au niveau de sa tendance politique et puis aussi la région, ben c'est ça aussi qui pousse à s'améliorer. Je trouve qu'il faudrait plus de personnes comme Jessie, et il n'y en a pas assez. Et elle a cette rigueur, elle a cette manière en fait d'observer les choses et d'apporter des solutions là où il n'y en a pas. Et moi, je tiens à dire aussi que Jessie, on s'est connus dans un endroit assez spécial. Ah bon ? Racontez-moi. Ouais. On s'est connus au Sénat. Ah ouais ? Ouais. Un grand buffet. Énorme. Ah bah voilà, ça, on c'est les meilleures rencontres, c'est auprès d'un buffet. Hein. On se connaît bien là. Voilà. Et surtout Tarek, il a dû défoncer le buffet d'ailleurs. Non, le premier c'est Gérard Larcher. Ah oui, c'est vrai. Mais là, non, lui c'est pas que le buffet. Mais elle n'était pas toute seule. Elle a mené des actions insertion, sport et insertion, qui a permis à des centaines de jeunes aujourd'hui d'être en CDI. Ouais. Donc elle a ça aussi comme bagage. Contrairement à beaucoup d'élus, je veux dire, des fois, quand on parle avec certains élus, on est là, on leur explique comment se fabrique le crack 3 semaines après, alors qu'ils sont sur le dossier. Ils disent oui, alors les usines de crack. Non, c'est des cuisines de crack. Elle connaît ces sujets-là, elle connaît les problématiques, elle connaît aussi les populations qui sont frappées, parce que elle a un background, elle a un vécu, et elle a une réelle expertise politique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait plus d'élus comme ça, peu importe les étiquettes politiques, qui comprennent la réalité sociale et la réalité du terrain, et surtout même la réalité de la diversité internationale. Jesse Claude, quelle est l'action dont vous êtes le plus fier depuis que vous êtes élu à la région, par exemple ? Alors, je dirais pas action, plutôt un projet qui me tenait à cœur, que j'ai pu mener, qui est parti d'un constat très simple. Lorsque j'étais candidate pour les régionales, et que je me suis dit, bon, ok, maintenant je suis candidate, il faut que je fasse voter tout mon entourage. Alors je fais une liste, j'appelle tout le monde,
Et le 3/4 ne savaient pas s'ils étaient inscrits sur les listes électorales. Et ils ne savaient pas où aller vérifier. J'ai récupéré les premiers, les deuxièmes, les troisièmes noms, les dates de naissance, les lieux de naissance, pour vérifier qui était inscrit sur les listes, pour être sûr que je ne perdrais aucune des voix qui pouvaient être les miennes. Ensuite, quand j'explique aux gens, voilà, je suis candidate au régional, ils ne savaient même pas c'était quoi le conseil régional. Ils savaient qu'il y avait une région, mais je devais à chaque fois refaire une forme de pédagogie qui me faisait perdre un temps monstre. Et je me suis dit, mais attends, on a tous fait éducation civique en 5e. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je dois redonner des informations pareilles? Et je me suis dit, ok, aujourd'hui, je suis engagé en politique. Moi, ce que j'aimerais montrer aux gens, c'est quoi? Que c'est possible de s'engager et d'être élu. Que pour aujourd'hui, faire de la politique, on n'est pas obligé d'avoir fait Sciences Po ou bien l'ENA. On peut juste avoir envie, sur son territoire, de se mettre sur une liste et de proposer des choses. Comment je fais? Je me suis dit, ok, je vais aller dans les facs, je vais parler aux jeunes et je vais leur dire, engagez-vous. Comment? Qui? Pourquoi? Et je me suis dit, ok, je vais leur fournir un kit citoyen. Il y aura quoi dans ce kit? Et j'ai pensé à la petite phrase là qu'on voit des fois sur les réseaux sociaux, le starter pack. Ouais. Le kit de départ, je sais pas moi, du kéké des plages qui a ses sandales, ses chaussettes. En 4 images, on a le kit de base d'un individu. Et je me suis dit, je vais faire le starter pack du citoyen parce qu'aujourd'hui, dans la campagne que j'ai pu mener, je me suis rendu compte que dans notre société, on a des individus qui sont des consommateurs, qui sont des écolos, mais on n'a plus de citoyens. Alors, on va essayer de se poser la question, pourquoi justement les gens se désintéressent totalement de la politique? Est-ce en premier lieu peut-être la responsabilité du politique lui-même? On en reparle dans un instant avec Jessie Claude, qui est notre invitée. Elle est conseillère régionale Île-de-France, la plus grande région, et conseillère municipale dans la belle ville de Fresnes, où il n'y a pas que la prison. Vous l'avez compris, à tout de suite. On est de retour juste après ceci, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct dans votre émission France Maghreb 2, le LGF, votre émission de référence avec aujourd'hui la belle histoire qui écrit, donc sa page n'est plus blanche, pour nous faire le résumé de cette émission à la fin de cette émission. Gamal Abina, Tarek Sassi sont avec nous, et également Jessie Claude qui est avec nous, invitée, conseillère régionale, conseillère municipale de Fresnes. Gamal, ton micro. Mets-lui un petit coup. Bah oui. Mets-lui un petit coup. Éduque-le un petit peu. Là. Voilà. Très bien, c'est ça. C'est incroyable. C'est là. bon, ça va mieux là. Jessie Claude, on se posait la Malpolice, question micro. il y a quelques instants sur. Vous nous expliquez que pendant votre campagne, vous aviez dû aller vérifier si tout le monde était inscrit. Beaucoup d'ailleurs de vos proches ne savaient pas ce qu'étaient les élections régionales. On sent qu'il y a un désintérêt total du politique de la part des habitants, de la part du peuple en général. Comment vous l'expliquez, comment vous l'interprétez justement, ce désintérêt, parfois même ce dégoût du monde politique, pardon. Ma chère Jessie Claude, comment vous l'expliquez? Alors, le premier constat que j'ai pu faire, je parle bien évidemment pour le jeune public, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne font pas la différence entre la citoyenneté et la politique. C'est-à-dire que parce qu'ils rejettent la politique, ils rejettent leur citoyenneté. Quand on dit aux gens d'aller voter, ils vous répondent que les candidats sont des voyous, des voleurs. Mais je ne te dis pas pour qui voter. Je te dis d'aller voter toi parce que les gens se sont battus pour, parce que dans des pays, les gens n'y ont pas le droit, et parce que dans d'autres endroits, les gens n'y ont même pas accès. Et quand on parle aux gens de leur devoir de citoyen, ils répondent que les politiciens sont des voyous. C'est comme si tout s'était mélangé. C'est comme si le politique avait absorbé la citoyenneté. Et les gens disent, puisque vous estimez que vous avez raison, vous avez que des leçons à nous donner, ou vous ne nous écoutez pas, nous ne voterons plus. Et le vote, c'est pas politique, c'est citoyen. C'est un devoir citoyen. Et maintenant, on se retrouve en crise, mais avec des élus qui ne nous écoutent pas ou qui ne nous ressemblent pas, qu'importe. J'ai pas envie d'aller voter. Mais même blanc, vas-y. Et puis, signe, et puis sois fier, et puis montre à tes enfants que c'est important. Moi, je vote parce que dès que j'ai eu 18 ans, ma mère, elle me levait le matin, hop, on va voter. Et je voyais des gens qui venaient avec leurs enfants, qui avaient 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est un devoir parce que d'autres n'y ont pas. Oui, mais les gens n'y croient plus, Jessie Claude. C'est ça le problème. C'est que les gens, voilà, y ont cru à un moment, et puis il y a eu toutes ces affaires, ce politique. Vous le disiez, d'ailleurs, beaucoup disent, voilà, ce sont des voyous. Mais les affaires sont récurrentes, que ce soit des affaires d'argent, que ce soit des affaires d'agression sexuelle. Enfin, voilà de quoi est composé le corps politique aujourd'hui. Pardon, mais c'est difficile d'y croire. Hein. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, à la différence, et je ne mettrai de décharge sur personne, ce qui peut se passer aujourd'hui dans le milieu politique, il se passe dans des milieux où on ne le voit pas. Ouais. C'est-à-dire toutes ces histoires de corruption, je dirais d'agression. Moi, j'étais dans des boulots
où les gens, malgré qu'ils arrivaient à partir avec de la nourriture le soir, ils volaient dans la caisse. Je vous le jure, c'est-à-dire qu'ils comptaient le soir, ils partaient avec des sacs de sandwich, des trucs qu'on pouvait donner aux gens, jeter. Ils arrivaient à voler 50, 100 euros le soir. Je leur disais, mais tout ce que tu as eu gratuitement, ça coûte plus que ce que tu voles. Ouais, mais déjà, on se fait voler. Donc, si vous voulez, il y a un sujet qui est que aujourd'hui, c'est ce qui est le plus exposé, c'est ce dont on parle. Mais il ne faut pas croire que ce dont on ne parle pas n'est pas à l'image de ce qui est exposé. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un problème, oui, d'exemplarité. Parce que quand vous dites à quelqu'un, n'importe qui, on parle des impôts, laisse-moi tranquille parce que ceux qui devraient en payer plus n'en payent pas. Il y a un problème d'exemplarité. Si les gens sentaient que ceux qui aujourd'hui donnent les directives, obéissaient aux directives, ils auraient eux aussi envie de s'y soumettre. Et ce sont des gens comme vous, peut-être, qui peuvent redonner envie de s'investir en politique. C'est ce que j'essaie de faire au maximum. Vous savez, il y a une phrase de Kennedy que j'aime beaucoup, qu'il a dit dans son discours en 62, lorsqu'il va dans les quartiers. Et les jeunes lui disent, oui, mais si on vote pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Et il leur répond, mais ne vous demandez pas qu'est-ce que la société peut faire pour vous, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez apporter à la société. La contribution de chacun. Et aujourd'hui, comme je vous dis, n'étant jamais mieux servi que par soi-même, lorsque je n'ai pas aimé le programme politique que me proposait ma ville, je me suis mis sur une liste de droite sur laquelle j'ai récupéré énormément de foudre. Je n'ai pas eu de honte parce que je l'ai fait par conviction. Et il n'y a, je pense, qu'en s'engageant, en trouvant sa part dans la société, en portant sa contribution, qu'on peut dire, moi j'ai fait ma part. Tu souscris à ce genre de discours, mon cher Guemal? Non, je comprends très bien ce qu'elle veut dire par là et je comprends très bien plusieurs éléments. D'abord, elle explique que le vote est non seulement un devoir, mais ça devrait être pratiquement une obligation parce qu'effectivement, quand nous on descend de la colonisation immigrée, on n'avait pas de citoyenneté, on était des sujets, on était des objets. D'accord? Et que ces parents qui sont battus pour libérer ces pays voulaient un peu de reconnaissance en termes d'être humain. L'humanité, c'est quoi? C'est de se dire qu'on est un élément constitutif d'une société, on est donc citoyen. Et il faut rappeler régulièrement que la citoyenneté n'est pas la francité, contrairement à ce qui est dit. La citoyenneté, c'est le statut juridique qui vous autorise à aller voter pour celui qui vous représente. Donc ça ne veut pas dire, on n'est pas obligé de se reconnaître en tant que Français, Européen, de souche, ça ne veut rien dire, mais on est tous citoyens parce que les révolutionnaires l'ont voulu comme ça, ils l'ont fait avec les Juifs en premier. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, effectivement, l'engagement politique, à mon sens, même si elle fait bien de le rappeler, on est dans un pays riche qui est endetté. Mais un pays riche est un pays comme tous les pays du monde qui est corrompu. La corruption se voit plus dans les pays du Sud qui sont moins riches parce qu'il y a moins d'argent à prendre. Dans les pays très riches, il y a plus d'argent donc on la voit moins. C'est tout simplement ça la mécanique. Et c'est vrai que le fait que la corruption des élites, et on en voit quelques-unes qui se font avoir, donne le sentiment aux petits que finalement les grands sont des voleurs donc on a le droit de voler, ça c'est un vrai problème qui se pose, l'exemplarité en substance. Donc je pense que ce qu'elle fait, l'action qu'elle fait pour pousser les gens au vote est nécessaire. Et la deuxième chose qu'il faut apporter aussi, c'est la reconnaissance et l'identification. Quand par exemple des gens vont voter pour elle, ils s'identifient à elle parce qu'elle vient des quartiers, parce qu'elle connaît la problématique, parce qu'elle est sur le terrain. Et bien cela, c'est une question qui doit être posée pour tous. La responsabilité de chacun, c'est de se dire, si on ne veut pas être dirigé par des gens qu'on considère comme étant des voleurs, puisque c'est ce qu'ils utilisaient, ou des arnaqueurs, ou des bonimenteurs, à ce moment-là, choisissez quelqu'un que vous connaissez, avec lequel vous avez marché, la personne en question, et faire en sorte que cette personne qui vous fera confiance vous renvoie cette confiance. Et je donne un exemple très concret, pour conclure mon propos. Azdine Taibi, par exemple, qui a été reconduit tranquillement aux fonctions dans sa municipalité. Il y a été pourquoi? Parce qu'il a tenu sa parole. Il a dit aux gens, je ferai des choses pour vous. Les gens ont vu qu'il ne s'est pas moqué d'eux et finalement ça a fonctionné. Et bien sûr, on ne va pas tomber sur le piège de ce qu'on appelle les parachutages, de gens qui n'y connaissent rien mais qui vont vous donner des leçons. Il faut voter, c'est une chose, et voter pour les gens que vous connaissez, tout simplement. Oui, Azdine Taibi d'ailleurs qui se présente aux législatives, qu'on aura l'occasion aussi de recevoir, qui est un dissident, je crois, de la NUP, puisque la NUP l'a un peu écarté. Pour le coup, si je dis pas de bêtises. Oui. Alors, Jessie Claude, quels sont, après tout ce que vous nous avez évoqué, ce brillant parcours et cette envie de mobiliser autour de vous, quelles sont vos ambitions, Jessie Claude, dans ce domaine politique? Je pense que je suis à un stade de ma vie où c'est l'étape de la transmission. Là. C'est le moment où il faut redonner. Les gens m'ont beaucoup donné, ils ont voté pour moi, ils sont massivement mobilisés. La vie, c'est un cycle. Vous recevez, vous donnez. Vous recevez, vous ne donnez pas, vous perdez. C'est comme ça. Aujourd'hui, si pendant des mois, des personnes m'ont porté, parce qu'on soutenait Valérie, parce que j'ai été candidate, parce que ceci, là, je suis à un moment où je dois commencer à redonner. Et ce que j'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait ce site qui s'appelle Starter Pack Citoyen, qui est fait pour quoi? Que les personnes puissent vérifier si elles sont inscrites sur les listes directement.
2, qu'elles puissent avoir accès à tous les élus de leur zone, région ou département. 3, je l'avais lancé dans le cadre des présidentielles, quand je disais aux gens, mais pour qui voilà vous vouliez voter? Vous avez regardé les programmes? Non, c'est trop long. Et je me suis dit, c'est vrai. Des fois, on n'a qu'une ou deux thématiques qui nous intéressent et on se tape tout un programme alors qu'on est intéressé peut-être que par le sport, que par la culture, que par l'environnement. Et du coup, ce qu'on a fait, on a trié les propositions des candidats uniquement par thématique. C'est-à-dire que s'il n'y avait que l'économie qui vous intéressait, vous alliez dans l'économie et vous aviez toutes les propositions de tous les candidats que sur les thématiques que vous aviez sélectionnées. Le site, c'est comment il s'appelle? Starter Pack Citoyen. Starter Pack Citoyen. Excellente initiative. Oui, c'est une bonne initiative, effectivement. Je t'ai envoyé le lien, si tu peux le partager sur les réseaux sociaux. Oui, on va le partager sur Christophe Le Grand Forum. Évidemment, cher Jessie Claude, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vraiment, pour les quelques années qui arrivent en matière et dans votre parcours? La seule chose que je pense qui ne s'achète pas, c'est la santé. Ouais. Le reste, si j'ai la santé, je vais tout faire. Ouais. Vous avez l'air d'être une grande combattante. Je sais pas si je suis une combattante, mais Vous lâchez rien. oui, il faut pas. Vous savez, Ouais. dans la vie, quand vous faites quelque chose à fond, même si ça marche pas, vous vous dites qu'elle ne marche pas parce que vous avez tout donné. Il n'y a pas de place à la déception. Très souvent. Mais Ouais. il faut vivre avec. Ça fait partie du jeu. Si on n'accepte pas, on va jamais avancer. Ouais. Par contre, moi, je voudrais ajouter une petite chose. Bon, je vais pas être méchant. J'aime pas du tout Valérie Pécresse pour des raisons politiques évidentes. Je trouve que la droite a été dégradée à cause d'elle. Mais par contre, il y a une chose que je veux dire à tous ceux qui nous écoutent. Il faut sortir du piège de se dire que la droite, c'est les méchants, la gauche, c'est les sociales. Il faut sortir du piège de dire qu'on doit être assigné à un vote à résidence. Il faut se dire que si quelqu'un va à droite, peut-être, ce que la gauche n'a jamais autorisé, je le rappelle, jamais, hein, elle donnera la possibilité à ces gens qui vont à droite peut-être de pouvoir faire entendre leur voix et de faire bouger les lignes. Et je pense que c'est pas parce qu'on est fils d'ouvriers ou fils d'immigrés, et d'ailleurs il y a beaucoup de commerçants dans nos communautés, qu'on a le droit, on n'a pas le droit d'aller à droite. La droite, c'est pas un précaré qui est réservé à la haute bourgeoisie française ou les aristos, c'est aussi la possibilité de pouvoir progresser. On l'a vu avec Chirac à l'époque. On le voit même d'un homme que je n'aime pas du tout, Nicolas Sarkozy, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, et il y en a des kilomètres de choses à dire, il a tout de même ouvert la diversité, ce que la gauche ne fera jamais. Oui. Donc il faut jamais tomber Mais dans dans le piège de l'absolu, gauche-droite. Gamal, c'est plus facile, par exemple, pour un artiste de dire je vais voter pour un mec de gauche que pour un mec de droite. Ça s'appelle une position de confort. J'aime pas du tout ça parce que souvent ces artistes qui font ça sont des gens qui sont très très argentés, qui sont très riches, qui sont tranquilles, qui sont sortis d'une situation de précarité peut-être, mais qui nous emmènent vers toujours les mêmes clichés. La gauche n'est pas notre avenir, notre sortie de misère. Et j'ai envie de dire une chose qui va être méchante, encore une fois. C'est bien la gauche, après que le roi attaque l'Algérie, qui a voulu conquérir l'Algérie, la maintenir. Donc, il ne faut pas oublier que la gauche a quand même quelques démons dans le passé qui sont pas mal. Je ne dis pas toute la gauche, évidemment, il y a des gauches qui sont honnêtes, mais globalement, la gauche institutionnelle qu'on connaît, PS, je n'ai aucune sympathie pour cette gauche, elle a fait plus de mal que de bien. Et j'ai envie de dire qu'on n'est pas interdit d'aller à droite, c'est pas du tout une logique qui répond à quelque chose d'organisationnel. On n'est pas fondé à être des crétins qui allons suivre la gauche de base. On peut très bien aller sur la droite, il n'y a pas de problème. Ouais. Si je peux me permettre Oui. de rebondir, effectivement, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée dans ce que Macron a fait, c'est qu'il a montré que les partis ne suffisent plus. On ne peut plus enfermer une personne dans un parti. Quand on voit que la gauche avait du mal à s'entendre, c'est parce que dans une même gauche, on peut des fois ne pas avoir les mêmes lignes. Et qu'une droite peut enfermer des personnes dans un discours où ils ne se sentent pas représentés. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il est arrivé avec quelque chose, ok, il n'y a peut-être pas de fond, il y a peut-être pas... Tout le monde pourra dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, je ne veux même pas rentrer dans ça. Ce que je veux dire, c'est que, effectivement, pendant de nombreuses années, la gauche a fait comprendre que oui, on va vous donner des logements sociaux, vous mettre dans des salles de sport avec du 4x4, du jus, il n'y a pas de problème. Malheureusement, cette époque, elle est finie. Vous savez pourquoi aujourd'hui les jeunes ne veulent... J'ai pas envie de dire qu'ils veulent plus bosser, c'est-à-dire que la jeunesse à laquelle ils n'arrivent plus à parler, c'est celle à qui ils n'arrivent plus à promettre des choses. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils arrivaient à dire à des mamans, moi je le voyais, oui, t'en fais pas pour ton logement, ta place en crèche. Ces jeunes-là, ils ne veulent que faire de l'argent. Si vous n'arrivez pas en leur disant un poste ou le permis ou un logement, ils ne parlent pas avec vous. Et donc, comme ils n'arrivent pas à leur vendre du rêve, ils n'arrivent plus à leur parler. Soit aujourd'hui, on est capable de dire à nos jeunes, non, on ne va pas vous faire des formations, des je sais pas quoi. Tu veux monter ta boîte, on va t'aider à monter ta boîte. Bien sûr. Tu veux faire une boîte de quoi? Vas-y, dis-nous, on te fait rentrer dans un incubateur. Ah non, non, ça, c'est pas leur problème. C'est-à-dire que le vrai sujet n'est pas aujourd'hui quelle gauche, quelle droite, c'est quel projet pour les Français. Et celui qui arrivera à dire aux Français qu'il a un projet pour lui, il pourra parler à tous. Moi, pourquoi aujourd'hui? Vous savez, toute ma vie, j'ai voté à gauche. Et la première fois de ma vie que j'ai voté à droite, c'était pour Valérie. Parce que j'ai vu le travail qu'elle a fait. Mais je n'ai pas voté pour un parti, je m'en fiche, moi, d'un parti. La personne qui était en face de moi, la personne à qui j'avais accès, me semblait pouvoir mener les combats qui étaient devant elle. À côté de ça,
comme je vous le dis, moi c'est pour ça que je me retrouve très bien dans le mouvement des centristes. Et eux, ils disent à peu près, on a le portefeuille à droite, on a le cœur à gauche. C'est vrai. On arrive aujourd'hui à faire comprendre à des gens que s'ils aimeraient avoir un meilleur niveau de vie, peut-être payer plus d'impôts, mais qu'à côté de ça, ils veulent des meilleures aides sociales, ils sont schizophrènes. Non, c'est la France qui évolue avec la société et les gens et la mutation. Vous en parlez d'ailleurs des centristes. J'ai tout de suite, je pense tout de suite à Nicolas Jeannetet qui fait un boulot extraordinaire sur le terrain. Vraiment, qui est un gars qui se bat, qui essaie de faire plein de choses. Il n'est pas de gauche. Et voilà, il fait du boulot. Exactement. Et vous savez, il y a une phrase que je dis très souvent, quand on me parle des partis, je dis moi je ne fais pas de la politique contre les uns, je fais de la politique pour les autres. C'est-à-dire venir citer un parti, ce n'est pas mon problème. La personne à qui je parle, c'est celle qui a un problème que moi je peux résoudre. Mais faire des joutes verbales, oui vous avez fait ça en 72, vous en 82, moi j'étais pas né. Donc ça sert à rien de venir me bassiner avec ce qu'un candidat a fait à une époque où je ne peux même pas répondre de cela. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Dites-moi madame, asseyez-vous, bon vous avez tel problème, qui on peut appeler? Et c'est ce que j'ai pu faire avec Tarek, avec d'autres personnes. Je ne travaille que pour ça. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Merci beaucoup, Jessie Claude, pour ce parcours, en tout cas, venu nous présenter. C'est vrai que ça redonne foi en la politique, de voir des gens comme vous, qui sont parfois et un peu trop dans l'ombre. Et il était bien, en tout cas, de vous donner la parole aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale Île-de-France et conseillère municipale du côté de Fresnes, dans cette belle ville de banlieue parisienne. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Jessie Claude d'être venue. Dans un instant, notre débat autour de l'affaire Damien Abad, à peine nommé, et déjà deux femmes qui l'accusent de violences sexuelles et de viol. Ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est le parallèle qu'on peut faire entre Taha Bouaps et la France Insoumise d'il y a quelques semaines, qui a été écartée, vous le savez, assez rapidement, et Damien Abad. Et les propos ne sont pas les mêmes, pour des faits qui sont pratiquement similaires. On se pose la question, 2 poids 2 mesures ou pas? On en parle dans un instant. Le LGF, merci d'être avec nous en direct, avec Gamal Amina, avec Tarek Sassi, et la belle histoire avec vous, chers amis auditeurs, auditrices, et pour entamer notre débat autour de 2 affaires qu'on a eu à écouter et que d'ailleurs on a eu à relayer aussi via cette émission, le LGF. On se rappelle d'il y a quelques semaines l'affaire Taha Bouaps, qui donc était un candidat NUPS du côté de Vénissieux, qui a dû se retirer à la suite de plaignantes qui ont interpellé le parti et la partie justement la section des violences sexuelles et sexistes qui a été saisie par 2 femmes et donc Taha Bouaps a dû se retirer, et aujourd'hui, à peine nommé, le nouveau ministre Damien Abad, qui avait quitté d'ailleurs sa famille politique des LR sous la pression du président Jacob, et il y a la veille en fait de sa nomination, a été nommé ministre, et on apprend que quelques jours avant, que ce soit d'ailleurs le parti Renaissance, ex-En Marche, mais aussi les LR ont été saisis de la part de 2 femmes qui se plaignent effectivement pour des faits qui remontent à 2010 et 2011. Et pour l'une d'entre elles, selon Mediapart, l'affaire avait été portée devant la justice et s'était terminée par un non-lieu. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est les journalistes en l'occurrence et leurs réactions. On voit que dans ces affaires-là, où on peut dire que les faits sont à peu près similaires, concernent une personnalité politique, le rendu n'est pas le même selon qu'on s'appelle Taha Bouaps ou selon que l'on s'appelle Damien Abad. Gamal, est-ce qu'on peut parler de 2 poids 2 mesures? Alors là, j'ai envie de dire qu'on peut largement parler de 2 poids 2 mesures. Je ne connais évidemment... Il ne s'agit pas de défendre Taha Bouaps. Non, attention, en aucun cas. En aucun cas. Je ne défends personne parce que d'abord, c'est des accusations lourdes qui sont portées, qu'on n'a pas accès aux affaires, aux dossiers, aux personnes, on ne sait pas ce qui s'est passé et que je ne rentre pas dans ces considérations ne sachant rien de la réalité. En revanche, je note qu'il y a dans un cas de figure un principe de précaution qui est immédiatement appliqué. C'est ça. Et c'était à Bouaps, mais pas seulement. Il y a une autre histoire avec une femme aussi arabe dont on a dit qu'elle était une menteuse. Bref, ça sort assez facilement. Malheureusement, on se rend compte que c'est dans la France insoumise. Donc déjà, ils n'avaient pas beaucoup de candidats de la diversité. Mais enfin, là, c'est le festival. Et de l'autre côté, on a un homme qui se défend parce qu'il a un handicap lourd qui l'empêcherait de violenter des femmes. Bon, ça, encore une fois, c'est l'enquête qui va les terminer. Voilà. C'est pas le premier. Il y a déjà eu une affaire avec le ministre de l'Intérieur. Pareil. Il a été
poursuivis pour les mêmes griefs. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire, c'est qu'on arrive à un seuil. Alors, je ne dis pas les hommes ont raison, les femmes ont tort, parce que c'est ridicule. Je dis que depuis MeToo, ça a libéré une parole qui a été, pour certaines femmes, extraordinaire dans la mesure où elles ont pu enfin récupérer un peu de dignité par rapport à cette espèce de masculinisme ambiant et détestable qui fait que les hommes ont toujours raison, les femmes tort. Mais je pense aussi qu'on a aussi observé pas mal de dérives, de femmes qui accusaient à tort pour se venger des hommes de choses qu'ils n'avaient pas fait. J'ai pris même la défense d'un type que je peux que détester au Front National, Collard, maître Collard. Il a expliqué qu'il n'avait pas violé la femme. C'était tellement ridicule comme accusation qu'à la fin, elle a été écartée. Mais il y a des réalités. On ne peut pas utiliser ça, le fait que les femmes peuvent être agressées, comme arme politique. Ça pose problème. Et c'est vrai que là, moi, je pense que le principe de précaution me paraît hautement douteux dans la mesure où on parle aussi d'un autre principe en justice qui s'appelle simplement la présomption d'innocence. Parce qu'une femme qui va accuser un homme, c'est pas rien. Surtout de viol, c'est quand même un truc très violent. Ouais. Et en même temps, un homme qui est accusé n'est pas automatiquement coupable. Là, ouais. Ce qu'on appelait à l'époque, il y avait un terme qui était utilisé en droit et qu'on a écarté. Maintenant, on parle de mise en examen. À l'époque, on disait culpabilité. D'accord ? Donc, quelqu'un qui pouvait être poursuivi devait dire, on dit qu'il était inculpé. Et dans le mot inculpé, il y avait une connotation qui disait donc coupable. Ils ont changé ce terme-là parce que c'est trop à charge. Mais aujourd'hui, le tribunal médiatique donne le sentiment que finalement, un type qui est soupçonné devient de fait violeur. On a vu l'affaire Ramadan. Il y a tout un tas d'affaires qui sont sorties par rapport aux cinéastes et autres. Et c'est vrai que, ou même là, actuellement Johnny Depp aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'il doit démissionner, Gamal ? Est-ce qu'il doit, moi, sincèrement, par le principe de précaution, c'est ce que demande Sandrine Rousseau ce matin sur RTL. Eh bien, Sandrine Rousseau devrait tourner sa langue 2 fois dans sa bouche. Il est inadmissible de faire démissionner un homme alors qu'il n'y a pas la preuve qu'il l'a fait. S'il est coupable, il démissionne et on lui fait aucun cadeau. S'il n'y a pas de jugement qui prouve qu'il a été à l'origine de ça, on ne doit pas démissionner. C'est quand même incroyable. Si je vous pointe du doigt, une femme vous dit vous avez fait ça, à ce moment-là, vous êtes accusé. Non, c'est pas normal. Et tout le monde peut subir ce genre d'accusation fantaisiste. C'est le coup facile. Et en même temps, les femmes qui l'accusent, si elles ont raison, doivent être protégées. On ne peut pas les attaquer au motif que c'est un homme politique. Donc pour Tahaboua, par exemple, il n'avait pas démissionné. Ah non, en aucun cas. Tant qu'il n'est pas coupable, il ne démissionne pas. Il n'avait pas à se retirer plutôt pour pas démissionner. Oui, alors, Hakim de Beaujour est avec nous. Bonjour Hakim. Salut les gars, bonjour, France Maghreb 2 et les gens qui nous écoutent. Salut Hakim. Salut à tous. Alors, deux poids, deux mesures ou pas dans cette affaire ? Bon, clairement. De toute façon, tu sais, je crois que les journalistes qui bavardent beaucoup là en ce moment, ils avaient déjà un problème avec ce gars, avec Tahaboua, parce que il avait tendance à relayer la parole des gens, tu vois. Mais, soit dit en passant, je suis complètement d'accord avec Gamal. Et quand tu vois qui accuse Damien Abad et sûrement Tahaboua, c'est quand même un collectif, comment ça s'appelle, Stop aux violences faites aux femmes. C'est Alice Coffin quand même qui a monté ce truc-là. Quand t'entends le discours d'Alice Coffin, tout homme est potentiellement un violeur. Bon, ok, bon, on a bien compris. C'est très inquiétant ça. Pardon ? C'est très inquiétant d'entendre un discours pareil. Mais vraiment, ça veut dire que tu peux pourrir la vie de quelqu'un, tu peux lui bousiller sa carrière et le gars ne peut ne plus jamais retrouver de boulot, hein, surtout si c'est pas vrai, tu vois. Donc, moi ça m'inquiète honnêtement ce genre de truc, qu'on soit forcé, que ce soit Tahaboua ou un autre, hein, que les gars soient obligés comme ça de se retirer sur des ragots. Mais c'est hyper inquiétant quand même, hein, pour la vie démocratique française. Excuse-moi, moi je trouve ça quand même hyper inquiétant. Ça veut dire que demain on peut t'accuser de n'importe quoi, c'est pas vrai, ta vie elle est foutue. Ouais. Et je sais pas si vous vous rappelez de cette affaire, sauf que là il s'agissait d'un enfant qui avait été manipulé par quelqu'un de sa famille. Il avait accusé son grand-père de viol, le grand-père avait fait 6 ans de tôle. Il a eu la force, ce monsieur, de pardonner à ces personnes-là. C'était dans le sud de la France, côté de Nice, quelque chose comme ça. Côté de Vence. Si on en arrive là, honnêtement, il faut arrêter de parler de démocratie. Hein. Faut arrêter. Hein. Ça vous choque, Hakim ? Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé depuis vos jours. Tarek, on aura ton avis dans un instant et vos avis aussi au 01 40 33 9000. Et on entamera notre premier invité d'une longue série qui va nous emmener jusqu'au premier tour de cette élection législative. Aujourd'hui, la première candidate à passer au grill de nos questions s'appelle Aminata Niakate. Elle est candidate pour la NUP dans la 15e circonscription de Paris. À tout de suite. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Gamal Abina, avec Tarek Sassi et vous, chers amis auditeurs, auditrices, au 01 40 33 9000, pour se poser la question autour de deux affaires qui apparaissent similaires. Et le traitement n'est pas le même selon que l'on s'appelle Tahaboua ou Damien Abad. Tarek Sassi. Moi, en fait, ce que je trouve assez suspect, c'est que ces affaires ressortent toujours au moment d'une nomination, au moment d'une candidature. Oui, mais qu'est-ce qui se passait avant ? Pourquoi les médias n'ont pas fait leur travail ? C'est ça aussi. Le mec est pas vraiment important ou dans l'ombre, etc. Ah non.
non, apparemment, il a un passé politique, il a eu des sièges. Mais là, les ministres, c'est autre chose. Voilà. Là, il est ministre. Voilà. voilà. Non, mais même, un député, c'est pas rien quand même. Non, c'est rien, il y en a 577. Non, Ça coûte que dalle, les députés. Un député, c'est que dalle. Mais c'est rien du tout. 10 000 balles par mois. Non, que dalle. c'est pas 10, c'est 6. Hein C'est 6 000 balles pour commencer, et c'est que dalle. Ça ne pèse pas politiquement, un député. Ça ne pèse pas C'est le politiquement. groupe parlementaire qui pèse. Bon, bah écoute, on est dans une élection de, je sais pas, presque 600 personnes qui pèsent rien. Mais 577 Ouais. noyés dans un dans 500. Ça pèse rien. Ouais, mais ça pèse rien. Un sénateur, ça pèse rien. Non. Un maire, ça pèse rien. Non, mais après, Non, si- un si- député, j'étais très précis. J'ai pas Si, pourquoi si, t'élargir. si on va là, à ce moment-là, tout ce que Jessie nous a présenté tout à l'heure, ça vaut rien. Non, Mais- non, Non, ça mais- a son importance. Ouais, je Moi, comprends ce que tu veux personnellement. dire, Tarak, mais le fait qu'il soit nommé ministre, effectivement, ses affaires ressurgissent. Oui, mais je sais Et, pas. et la presse, en l'occurrence Mediapart pour beaucoup, te ressortent des dossiers. Oui, mais Mediapart, ils font toujours leur boulot quand ça les intéresse. Mais pourquoi ils l'ont pas fait avant? Ils sont à Pourquoi gauche, ils- Mediapart. Oui, non, mais moi, je veux bien. Tu peux être à gauche, tu peux faire. Mediapart, ce que ça tu les a veux. pas empêchés de dénoncer aussi Tarabouabs. Hein. T'as- Ah ouais, c'est un autre problème. Mais par contre, Non, Mediapart mais voilà. a effectivement dénoncé récemment encore un tic à rien à voir, qui est de droite aussi, plus ou moins, c'est PPDA. Et ils ont pété la moitié. 20 personnes sur le plateau, c'est énorme. Là, à nouveau, 2 personnes. Ils sortent toujours le bombardier, quand même, Mediapart. Mais d'un côté, c'est pas ça. On balance toutes ces affaires. Même, il y a eu dans le passé, il y a eu Duhamel et tout ça. Et ces affaires, elles finissent comment? Bah, Je veux dire, et même quand on a parlé d'un certain ministre, ça finit comment? Ça finit des fois nulle part, en non-lieu ou en appel, prison. Ou en prison, ça très arrive. peu, très peu. Ça arrive très quand peu. même. Très Ouais. peu. Alors, je voulais juste vous faire écouter la nouvelle porte-parole du gouvernement qui s'est exprimée à l'issue du premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement nommé vendredi soir. Évidemment, les journalistes lui ont posé la question à propos de Damien Abad, le nouveau ministre, et de cette affaire en l'occurrence. Quelle est l'attitude et l'approche du gouvernement face à cette affaire? La précision apportée par Olivia Grégoire, c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est la nouvelle porte-parole du gouvernement Macron 2. Tolérance zéro pour les délinquants sexuels. Respect, écoute totale pour toutes les victimes présumées. Vous le savez, la question des violences faites aux femmes est un sujet que le gouvernement a déjà hissé et continuera à hisser au cœur de ses priorités. Le gouvernement est aux côtés de celles qui, suite à une agression ou à du harcèlement, ont l'immense courage de parler. Mais le gouvernement est aussi aux côtés de toutes celles, trop nombreuses encore, qui se sont murées ou qui ont été murées dans le silence. Le gouvernement continuera sans relâche à encourager la libération de la parole des femmes et sans relâche encouragera les femmes ayant subi des violences à se présenter à la justice. Dans cette affaire, celle sur laquelle vous me questionnez, comme souvent dans ces affaires, l'enjeu, c'est ici l'établissement de la vérité. Et l'établissement de la vérité, c'est à la justice de le faire. Ça n'est pas à moi, et je crois que ça n'est pas non plus à vous. La seule affaire, soyons précis, et vous l'êtes, qui a été présentée à la justice jusqu'à présent concernant Damien Abad, a été présentée à 2 reprises par la même personne et sur les mêmes faits. Cette affaire a été classée sans suite à 2 reprises, en 2012 et en 2017. S'il existait d'autres victimes, il faudrait, sans réserve, qu'elles puissent se manifester devant la justice. Voilà la position du gouvernement. Est-ce qu'elle te convient, Tarak Sassi, cette position du gouvernement qui a été rapportée par la nouvelle porte-parole Olivia Grégoire tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres? C'est une parole sobre dans le cadre de la loi. Après, c'est vrai, il y a les victimes présumées, il y a les agresseurs, enfin, les potentiels accusés. Et oui, en fait, c'est du statu quo. C'est du statu quo. Il y a... elle précise bien que l'affaire, elle date et qu'il y a déjà eu un non-lieu. C'est ce qui fait la différence avec Tarabouab, c'est que cette affaire, Voilà. en l'occurrence, a été portée devant la justice et il y a eu 2 non-lieux. Et je sais pas comment ils vont la relancer. Je comprends pas en fait l'intérêt de Mediapart de relancer ça et puis d'essayer d'exister encore une fois sur des affaires en fait qui sont déjà enterrées.
C'est ça le truc. Et Alors, quand elles t'as sont pas tout à Tahabouaf, fait enterrées parce que ces mêmes femmes qui ont porté l'affaire en justice pour l'une d'entre elles ont saisi les partis en question, Renaissance et LR, sur les agissements mais de ce monsieur. Ils vont faire quoi de plus que la justice? C'est ça aussi. Est-ce que les partis politiques ont un pouvoir plus important que l'État? Ce serait quand même grave, hein, si on en est là. Après, pour ce qui est de Tahabouaf, je vais être honnête, je connais pas les tenants et les aboutissants. Déjà, le fait qu'il soit des NUPS, déjà, je m'y étais pas trop intéressé. Non. Et je trouve en plus, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu la pression. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est la pression de Fabien Roussel sur certains propos. Ouais. Et même pas sur ses accusations, sur certains propos. Et le fait, en fait, que voilà, on a essayé vraiment de faire le maximum pour le dégager. Voilà, moi, c'est ça que je retiens de chez Tahabouaf. Et je retiens aussi un grand problème, voilà, ça révèle un grand problème à asseoir une certaine diversité des quartiers dans les listes qui représentent la NUPS. Et puis bon, le cas Tahabouaf, eh ben, il est révélateur de ce qu'est la NUPS aujourd'hui pour moi. Non, mais faut pas tourner en rond 10 000 ans. Faut dire les choses. Bah, disons, ça va déranger. Il y a deux choses qui doivent être dites de façon très claire. On ne peut pas accepter, et la porte-parole a raison de le dire, on ne peut pas accepter le tribunal du peuple, le tribunal médiatique. Alors, on va me dire que je suis obsédé par la Seconde Guerre mondiale. Le dernier tribunal du peuple qu'on a connu, c'était sous les nazis. Il faut arrêter de délirer quand même d'un moment. Ça va 5 minutes, le tribunal du peuple. Il n'a pas non seulement il n'est pas légitime à le faire, mais en plus, c'est du lynchage. C'est inacceptable qu'il soit médiatique ou populaire. Ensuite, deuxième chose, on ne va pas se cacher derrière son petit droit. Il y a un homme qui a fait 9 mois et demi de prison parce qu'il a été soupçonné d'avoir violé en série, alors fait grave et concordant, c'est ça qui l'a conduit en prison, d'avoir violé en série des filles. Il va être jugé en Suisse bientôt et peut-être en France, c'est Tariq Ramadan. Tariq Ramadan n'est pas seulement un homme qui aurait potentiellement violé des filles, ce qui a été dit. C'est surtout un homme politique qui avait une influence considérable dans les quartiers. Et il est arabe. Eh oui. Tahabouaf, c'est pareil. Il est en train de payer son insolence par rapport à tout un tas de dossiers qu'il y a eu par rapport à M. Macron. L'affaire Benalla, c'est lui. Hein. L'affaire du théâtre, quand il dit que Macron est dans le théâtre, c'est encore lui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dossiers qui sortent. Et évidemment, on a intérêt à le descendre. Alors, ça, c'est du côté volet, règlement de compte anti-arabe. Parce que le problème, c'est que ces gens-là, s'ils avaient été européens, ils auraient peut-être eu moins de problèmes. Et pour autant, le lynchage auquel on assiste aujourd'hui a conduit des gens en prison qu'on connaît bien. Quand il s'appelle Biton, je crois qu'il s'appelle Biton, si je ne me trompe pas. Habitant, excuse-moi. Harry Habitant est en prison aujourd'hui pour des faits de viol. Il y a un type qui a été de nombreuses fois soupçonné, il a fini par dormir en prison. Non, il n'est pas en prison. Hein. Il a été mis en prison, attends. Non, je crois pas. Hein. Si, il a été incarcéré. Il a été incarcéré, vous êtes sûr, les gars? Ah, si, je suis pas sûr. Mais si, il a été en prison. Et il y en a un autre qui est sûr qu'il est en prison parce qu'il est condamné pour de bon cette fois-ci. C'est Papa Chanteur. Oui, ça, c'est Jean-Luc Lahaye, oui, il est en prison, lui. Pourquoi? Mais Harry Habitant, je suis pas sûr. Hein. Si, je crois qu'il a fait la prison. Attends. Mais regardez. Mais dans tous les cas de figure, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il est grillé au cinéma à cause de ça. Cette affaire le condamne de fait. Alors, est-ce que c'est vrai? Il est quand même sorti son film. Hein. Non, le film est sorti, mais c'était avant. Le film, c'était avant. Il a fait le film, la promotion s'est faite. En tout cas, sa carrière est quand même largement compromise. Voilà, largement compromise et mise de côté. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'il y a deux choses qui se confondent. D'un côté, effectivement, le mouvement MeToo qui était libérateur et en même temps, on en finit avec la promotion canapé, c'est très bien, parce que c'était insupportable. Et de l'autre côté, ce mélange un peu crasseux de racisme qui consiste à dire que finalement, et j'ai entendu ça tout à l'heure de l'auditeur, tout homme, chez certaines femmes un peu giclées du cerveau, est potentiellement un violeur. Ça, c'est intolérable. Et tout homme maghrébin est encore plus un violeur. On voit, ça, c'est les vieilles images d'Épinal de la colonisation. Non, tout homme n'est pas potentiellement un violeur. Le violeur, c'est comme l'assassin. Il y a quand même quelque chose dans son cerveau qui conduit à ça et qui est un peu détraqué. Toute femme n'est pas potentiellement une victime de viol. Ce n'est pas vrai non plus. Toute femme peut se défendre ou pas se défendre. Il y a des lois. Donc il faut être un petit peu raisonnable. Il faut arrêter de jeter la pierre à des gens qui sont d'origine nord-africaine parce qu'ils seraient potentiellement violeurs. C'est intolérable. Il faut les traiter de la même façon que les autres. Et il faut arrêter de partir du principe que la femme est forcément victime et l'homme forcément violeur. Il y a des violeurs. Ils doivent être lourdement condamnés. Et je serai le premier à jeter la pierre. Je n'écouterai pas Jésus pour le coup. Et il y a des femmes qui peuvent être manipulatrices. Même s'il revient Jésus. Et le problème, c'est que juste pour finir mon propos. Et il y a des femmes qui peuvent être manipulatrices, qui peuvent se venger pour des raisons X ou Y et qui utilisent l'arme du sexe pour ça. Donc ça, il faut faire très attention avec ces questions-là. Et la question de cet homme, effectivement, il y a eu 2 tentatives qui ont été toutes les 2 qui ont conduit à un échec, non-lieu, classement sans suite. Donc, enfin, non-lieu, pas classement, il sera encore pire. Ça veut dire que ces femmes-là, elles s'accrochent comme elles peuvent. C'est un homme public, c'est un homme politique. Les hommes publics sont plus exposés, c'est normal. Mais il faut faire très attention dans ces affaires. Tarek, dernier mot là-dessus? Dernier mot, c'est qu'il y a des vraies affaires. Il y a des personnes aussi qui ont subi
des viols, des agressions sexuelles ou même des propositions sexuelles en échange de postes. Et là, je ne nommerai aucun candidat parce que il y en aurait tellement à citer. Et que là-dessus, ben voilà, je veux dire, quand il y a ce genre d'affaires, on peut plus s'intéresser aux vraies affaires, aux vrais problèmes. Et en gros, voilà, je veux dire, ça cristallise un petit peu le problème, alors que ce genre d'affaires existe vraiment, que des personnes abusent de leur situation ou de leur pouvoir pour abuser de certaines personnes ou pour avoir des faveurs sexuelles en échange de logements et de postes. Et ça ne concerne pas que des femmes. J'ai connu beaucoup de mes potes à moi qui ont eu des propositions assez scabreuses et oui. Auprès de qui ? Il est trop tôt. oui. Ouais. Des gens bien placés. Hein. Bon, très bien. On va accueillir maintenant notre première candidate sur France Maghreb 2. Nous entamons aujourd'hui même les législatives, élections importantes des 12 et 19 juin prochains, et ainsi tous les jours, on va vous faire découvrir une ou un candidat. Et en l'occurrence, aujourd'hui, elle devait être parmi nous, mais sa réunion a un petit peu tardé. Elle est avec nous, malgré tout, par téléphone. Aminata Niakate, bonjour. Oui, bonjour, désolé de ne pas être là en présentiel avec vous. Eh ben, écoutez, ça sera pour la prochaine. Donc, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Vous êtes candidate pour la NUPS, donc pour la 15e circonscription de Paris. Ça regroupe quel arrondissement, cela ? Alors en fait, c'est dans la 13e circonscription de Paris qui regroupe la moitié sud du 15e arrondissement. Ah d'accord. Donc 15e, c'est Simonet. Merci. Donc c'est 13e circonscription pour le 15e arrondissement. C'est ça, la moitié sud du 15e. Eh ben, merci d'avoir rectifié en tout cas cette belle erreur que Belle Boulette qui m'est attribuée pour le coup. Alors, qui êtes-vous, ma chère Aminata Niakate, à part le fait que vous soyez avocate ? Alors, à part le fait que je sois avocate, je suis une parisienne, nouvelle parisienne, puisque j'ai vécu plus de 35 ans à Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne, où a commencé mon engagement écolo. Je suis aussi une militante syndicale. J'ai fréquenté l'Union des jeunes avocats et sa fédération nationale que je présiderai quelques années plus tard. Et je suis aussi une militante abolitionniste de la peine de mort. Je suis présidente de l'association, très belle association qui s'appelle Ensemble contre la peine de mort. Pourquoi, Aminata Niakate, avoir envie d'aller à l'Assemblée nationale pour gagner plus de 6 000 € par mois? Vous les gagnez déjà en tant qu'avocate, non? C'est vraiment pas la première de mes motivations, parce que ça n'a pas toujours été le cas, parce que j'étais étudiante boursière et j'ai fait plein de petits boulots à côté, mais aujourd'hui, à plus de 40 ans, je gagne bien ma vie, donc c'est pas du tout pour ça. Ce qui me motive, c'est faire porter, on va dire, l'écologie à l'Assemblée nationale, les enjeux de société, les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, les questions de justice, et puis, et dans le contexte actuel, le fait qu'il y ait une opposition à la politique d'Emmanuel Macron. Voilà, une majorité de gauche et écologiste, c'est l'objectif qu'on se fixe. Et à tout le moins, si on peut avoir des groupes charnières pour qu'ils ne décident pas de tout seul, voilà, ça redonnera un peu du sens à la séparation des pouvoirs. Je dois dire que c'est important pour le dire. On disait tout à l'heure d'ailleurs que c'est pas une histoire que de parti politique. C'est votre concurrent Nicolas Jeannotet qui m'a conseillé de vous appeler. C'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Mais le pluralisme, c'est aussi un vecteur de démocratie. Qui est candidat dans la même circonscription que vous. Le pluralisme. Je suis pour le débat, ça fait grandir quand il se fait de manière constructive et intelligente. Donc, j'en fais gré à mon concurrent sur cette même circo de m'avoir transmis les coordonnées. Mais Madame Niakate, dans le 15e arrondissement, la NUP, elle n'a pas très très bonne presse, non? Enfin, ça vote pas très à gauche dans le 15e. C'est vrai, mais moi je suis quelqu'un d'optimiste et c'est pas les combats difficiles qui m'arrêtent. C'était le cas lorsque je me suis présentée au municipal en 2020. Donc je n'ai pas gagné la mairie du 15e, mais pour la première fois, Europe Écologie Les Verts a une conseillère de Paris, une conseillère d'arrondissement que j'incarne. Donc voilà, ce qui peut arriver. On a de très fortes chances d'être au second tour. Et une fois au second tour, si on arrive à mobiliser l'électorat de Mélenchon, de Jadot, de Roussel et d'Hidalgo, on a une vraie chance. Est-ce que franchement, la marche est haute, mais ça ne m'arrête pas. Est-ce que ce mariage arrangé, pour le coup, qui est au travers de la NUP, franchement, est-ce que c'est une bonne chose, sincèrement?
Moi, je pense que c'est une bonne chose. Les électeurs se sont exprimés le soir du premier tour de la présidentielle. La moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont voté pour lui par vote utile parce qu'ils voulaient que la gauche et l'écologie aient une vraie chance. Il y a un désir du peuple de gauche, de l'électorat de gauche et de l'écologie d'un rassemblement, et là on le fait, quoi. C'était une demande des électeurs et on le fait, et voilà, il y a plus de proximité entre la France insoumise et les socialistes et les écologistes qu'entre notre politique et celle de droite. Madame Niakaté, comment voyez-vous votre fonction de députée ? Je la vois, moi je suis une élue locale, donc j'aspire à rester comme aujourd'hui accessible des citoyennes et des citoyens, et surtout assidus. Ça peut être un problème au Conseil de Paris, je peux voir que ça peut l'être aussi à l'Assemblée nationale, donc je me vois comme une députée assidue et accessible. En tout cas, vous voulez pas faire comme Jean-Luc Mélenchon, qui a été élu dans la 4e circonscription de Marseille, qui n'a jamais mis les pieds à Marseille en 5 ans. Non, alors moi j'habite dans le 15e arrondissement. Je sais. Ça ne risque pas d'arriver. Oui, très bien. Donc, d'être présent aussi auprès de ceux qui ont voté pour vous, c'est une règle que vous fixez d'ores et déjà. C'est important, je trouve que c'est important. On représente des gens quand on est élu, et il faut rendre compte et pas avoir peur d'échanger avec l'électorat. Du moins, on est cohérent avec le vote qui s'est exprimé. Et qu'il y ait une majorité qui nous envoie pour porter des idées, et qu'on est fidèle à ces idées, je pense qu'il n'y a aucune difficulté à échanger très librement, très facilement avec les citoyens. Pardon d'insister, mais quand on est avocate, je pense qu'on a un emploi du temps bien rempli déjà. Comment on arrive à avoir envie d'aller à l'Assemblée nationale ? Quand on est avocat, c'est vrai qu'on a un emploi du temps bien rempli. Moi, j'ai commencé à militer avant d'être avocate. Non, limite quasiment concomitamment. Une fois que j'ai eu mes diplômes, j'étais installée, etc., j'ai eu envie de m'engager. C'est à ce moment-là que je rejoins l'Union des jeunes avocats, Ensemble contre la peine de mort, et les écologistes. J'ai toujours eu envie de restituer. J'ai bénéficié de bourses. Mes parents bénéficient d'allocations familiales. Maintenant, je paye largement des impôts et des charges sociales, et je trouve que c'est normal. Et j'ai envie de participer aussi à la décision, et que la société dans laquelle je vis, elle se façonne pas sans moi. Je trouve que tout le monde est légitime, même si j'ai passé Sciences Po, l'ENA, etc., à dire dans quel modèle de société on a envie de vivre. Et donc j'ai décidé de m'engager. Et c'est sûr que mon activité prend cher, surtout depuis que je suis élue au Conseil de Paris. J'exerce en individuel dans un cabinet d'avocats. Je partage des locaux avec d'autres confrères pour pas être seule, mais j'ai pas de compte à rendre à mes associés parce que j'en ai pas. J'ai des comptes à rendre à mon banquier éventuellement, mais pour l'instant je trouve un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie militante. C'est vous les 30 km/h à Paris, c'est vous aussi le fait que Madame Hidalgo veut réduire le périphérique pour y installer des arbres. Tout ça, c'est les écolos qui font pression. C'est une super idée, ça. Alors, je ne vais pas vous mentir, les écolos sont plutôt favorables à restituer de l'espace public aux citoyennes et aux citoyens. Il faut vous rendre compte, 50% de l'espace public est dédié à la voiture. Je parle que des places de stationnement et des voies de circulation. Je parle même pas des pistes cyclables, etc. Donc, restituer un tout petit peu aux piétons, aux cyclistes, je pense que c'est pas un effort insurmontable. Surtout quand on connaît le prix du mètre carré à Paris, faut trouver la transition peut être un peu douloureuse parfois, mais tout finira par s'équilibrer. Alors, chère Madame Niakaté, il y a des chroniqueurs autour de cette table qui vous ont entendu vous présenter et qui ont certainement peut-être une question à vous poser. Tiens, Tarak Sassi. Bonjour, j'ai toute la sympathie du monde pour vous, et puis je souhaite bon courage dans votre candidature. Donc moi je vais pas vous cacher, je suis quelqu'un de très mal vu dans vos courants politiques, que ce soit Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et la France Insoumise. Je suis un grand critique de la députation de Madame Obono, qui malheureusement n'a pas été très présente, et surtout qu'on n'a pas vu assez quand on a subi la crise du crack et de la toxicomanie. On apprend que c'est la même chose avec Monsieur Mélenchon et beaucoup d'autres députés. Je ne parlerai pas de Bastien Lachaud qui vit à
Jules Geoffrin et qu'on ne voit très rarement à Pantin-Aubervilliers et dont les rares questions ont été de parler de questions animales, alors que le seul problème animal qu'il y a sur Pantin et Aubervilliers, c'est l'invasion de rats qui n'est toujours pas traitée et qui crée beaucoup de problèmes au niveau sanitaire. Et on a la même chose dans le 18e, 19e. Vous parlez de restituer de l'espace, mais à quel moment vous parlez de social ? À quel moment vous parlez de logement ? À quel moment vous parlez d'égalité, de réussite, de développement au niveau professionnel ? Parce que, franchement, je suis quelqu'un de curieux. Je me déplace, je vais quand même un petit peu dans les meetings. Je suis allé à celui d'Aymeric Caron. Et donc, Aymeric Caron, la seule chose dont il est venu me parler, c'est le problème des gens qui aimeraient se balader le week-end et en vacances quand il y a la chasse. Mais moi, ma femme et moi-même, on ne peut pas se balader dans le 18e à certaines heures. Enfin, et surtout ma femme. Pas dans le 18e, hein, ça t'aura Oui, pas échappé, je sais, hein. mais dans le 15e, Ouais. je connais très très bien. J'ai été au C'est un comité. peu plus tranquille. Le 15e, il y a quand même le comité des sans-logis, il y a Castagnari, il y a Porte d'Orléans, il y a beaucoup de problématiques. Le 15e, c'est pas totalement le paradis, et je pense que Madame Niakité pourra confirmer peut-être ce qu'elle va que je dis. répondre. Et donc, sur tout ça, en fait, je trouve qu'il y a vraiment, de la part de la gauche aujourd'hui, un éloignement de la réalité sociale des gens. J'ai pas voulu être méchant auprès d'Aymeric Caron en lui demandant le prix d'une baguette, mais ça m'étonnerait qu'il le sache. Madame Niakité. Non, mais pour vous répondre, c'est pas une préoccupation qu'on ignore, enfin bien au contraire. Et moi, je vais pas parler de la légitimité de la LFI à désigner tel ou tel candidat, parce que les écolos n'ont pas eu voix au chapitre sur les candidats des autres partenaires qui ont eux-mêmes désigné leur propre candidat, et donc ce sera à eux d'assumer leur responsabilité à cet égard. Et pour vous dire sur le social, moi je suis quelqu'un qui pense que l'écologie c'est aussi social, et sur la question du logement, dans le 15e arrondissement, on a beaucoup de quartiers populaires. Le 15e, ça déborde aussi le Je territoire. suis écologiste par pauvreté, j'ai pas de voiture. Oui, mais laisse-la répondre. Ouais. Voilà, moi non plus, j'ai pas de voiture. Donc, Moi non plus. Ouais. Et par exemple, dans un des quartiers les Frères Voisins ou Périchaud, donc sont des HLM, on peut apercevoir par moment pendant l'année 15 degrés l'hiver, 35 degrés l'été. C'est aussi des gens pour lesquels la facture d'électricité a flambé, où l'hiver se chauffait. Parfois, toutes les familles n'en ont pas les moyens, et c'est des gens qui réclament la rénovation énergétique. Donc, il y a un volet social dans cet enjeu de rénovation énergétique, et le programme commun porte la volonté de rénover au moins 700 000 logements par an, et c'est bon pour le climat, pour l'écolo que je suis, et aussi pour le pouvoir d'achat de ces familles. Donc ce sont aussi des enjeux connexes, et sur l'alimentation. Manger bio, ça doit pas être un luxe réservé aux élites. Ça doit être dans toutes les assiettes de tout le monde, dans Allez tous dire les ça à quartiers. Naturalia. Voilà. Non, mais Naturalia, il y a plein de choses à dire. Alors, Gamal Amina pour une question à Madame Niakité, donc candidate, je le rappelle, dans la 13e circonscription de Paris, qui regroupe le 15e arrondissement de Paris, pour le nom de la NUP. C'est comme ça qu'on dit NUP, NUPES. Moi, j'ai décidé, au début, j'ai décidé que je l'écrirais pas, et que je ne le prononcerais pas, que je ferais que l'écrire. Finalement, j'ai décidé de dire NUPES pour qu'on NUPES. entende le E de l'écologie et le S de social. C'est vrai que social, il a un peu disparu, parce que le S, voilà, on ne prononce pas. Gamal. Moi, j'allais dire nuptial pour rigoler, parce que c'est un mariage qui, semble-t-il, a réussi. Mais moi, je suis pas dans le discours du tout de Tarek, pour le coup, parce que je vis à Paris, donc quand on vit à Paris, on sait ce qu'il en est. Hein. Oui, mais pas le même Paris. Oui. Côté périph. Donc, simplement pour dire que je vous encourage, et je suis très déçu des Verts, qui ont fait un petit travail, c'est vrai, mais pas suffisant. Cet horrible périphérique qui nous détruit la santé depuis 73, c'est à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui a une idée de génie de faire un périphérique, donc une boîte à pollution qui tue les Parisiens à petit feu, parce que c'est une cuvette Paris, donc la pollution ne part pas, elle reste en permanence. Mais je pense que ce périphérique, il y avait eu un projet qui avait été lancé par Hidalgo, donc on l'a fait encore récemment une bêtise à Porte de Montreuil en coupant des arbres, mais je pense que quand on est...
quand on c'est ce qu'elle dit. Elle a coupé les arbres, c'était inutile. Pour mettre des immeubles, c'est pas très malin. Mais bref, ils sont en train de faire tout un tas d'immeubles autour du périph', ce qui est d'une stupidité abyssale. Je pense que le périphérique est une ignominie, devrait devenir, si les autorités ont un peu de courage, un poumon d'espace de verdure. Alors, je parle pas des arbres plantés décoratifs que je déteste voir. Je déteste les arbres décoratifs. Je parle vraiment d'une concentration végétale de forêt qui ferait le tour du périph' dans chaque espace, qui ferait le tour des terres pleins du périph' qui sont absolument pas utilisées aujourd'hui, qui ferait en sorte que cette aurore devienne quelque chose d'agréable à regarder et qu'on ne subisse pas les voitures. La question de la pollution par l'automobile est une catastrophe à Paris. Paris, qui est une ville littéralement musée, devrait être préservé de cette pollution et il faut une bonne fois pour toutes avoir le courage politique de dire que le périphérique doit être réduit à 2 fois 2 voies. C'est tout. Je suis catégorique par rapport à ça. Il faut replanter. Il y a 36 km de périphérique et je vous invite vraiment, là j'en parle au vert à chaque fois, je vous invite vraiment à sacrifier ces voies inutiles pour faire en sorte que ces 36 km deviennent arborés mais de façon massive. Pas les petits arbres décoratifs une fois tous les 5 mètres, mais vraiment un arbre par mètre par exemple, comme ça on cache le périph'. L'idéal étant des pins évidemment. Là-dessus, voilà, je vous dis, les Verts, ils étaient majoritaires à Paris. Je pense qu'on y travaillerait. Après, il y a aussi des obstacles de l'État qui bloquent sur cette idée. Je ne sais pas si l'exécutif auquel on appartient à la majorité, mais voilà, c'est pas nous qui avons le dernier mot. On n'est que 23 élus sur les 163. Nous, clairement, si on pouvait piétoniser le périph' et le végétaliser entièrement, on est ouvert. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu de salubrité, de santé, parce que notamment dans le 20e arrondissement, j'ai oublié le nom de cette résidence. Ça s'appelle, je vous le donne, ça s'appelle le quartier Piton, donc c'est la résidence qui est le plus exposée. C'est ça, Piton de Vernois, je crois. Exactement, Piton de Vernois. Et à l'intérieur des appartements, en mettant le doigt sur la vis, on voit la suie, etc. Alors que les fenêtres sont fermées, les gens n'ont pas. Madame Niakaté, je suis désolé de vous presser un petit peu parce que le temps passe vite. Dernière question. Attends, Christophe, quand même. Juste une phrase pour finir. Ouais, mais on n'a plus le temps. D'une phrase, très, très rapidement. Simplement pour dire que si le paradis terrestre était vert, et c'est comme ça qu'on le présente dans la Bible et dans les religions, il faudrait peut-être envisager de faire de Paris un paradis terrestre et pas cet enfer de pollution. Ouais. Madame Niakaté, pourquoi, et ça sera là ma dernière question, il faut voter le 12 juin prochain pour Madame Aminata Niakaté pour la NUP? Pourquoi il faut voter pour vous? Pourquoi est-ce qu'il faudrait vous envoyer à l'Assemblée nationale plutôt qu'un autre? Parce que ça sert à rien d'envoyer un candidat macroniste de plus qui n'aura aucune indépendance, un béni oui-oui, c'est une vraie opposition à la politique de Macron. Très bien, bah écoutez, en une phrase, c'est parfait. Merci beaucoup Aminata Niakaté d'avoir entamé et inauguré en tout cas cet espace qui va ouvrir le Grand Forum son antenne tous les jours à des candidates et des candidats. Bonne chance. Merci à vous, bonne soirée. Merci beaucoup. Et demain, Ali Diawara qui sera avec nous sur France Maghreb 2. Alors, ce qui est intéressant avec Diawara, c'est que Monsieur Diawara, c'est que Pierre-Henri, qui l'avait rencontré et qui se présentait au départemental, avait dit de lui qu'il ferait rien. Il avait été au 2e tour. Il avait fait un beau score d'ailleurs. Donc, je pense que Ali se fera un plaisir de lui rappeler. Retour demain à 17h. Dans un instant, le zapping. Le LGF, merci d'être avec nous en direct, bien sûr avec Gamal Abina, avec Tarek Sassi, et même les débats se font en antenne, c'est incroyable dans cette émission. Ouais, c'est clair. Ah ouais, entre l'extrémiste écolo de Gamal Abina, qui veut rendre tout Paris électrique, qui veut réduire le périphérique, alors que déjà c'est un bordel sans nom, évidemment. Depuis d'ailleurs qu'on a réduit la vitesse sur le périphérique, ça s'est accentué le bordel. Oui, mais le problème du périphérique, c'est pas le fait qu'il y ait trop de voitures, c'est qu'il y ait trop de voitures qui viennent de l'extérieur et qui prennent Paris pour un passage à niveau. Il faut arrêter de passage à niveau, mais non, mais t'es obligé de passer par Paris. Non, on n'est pas obligé. Ils doivent faire des routes pour être périphérique à Paris. C'est pas normal qu'on ait des routes qui traversent Paris. Il y avait le projet de couvrir le périph' entièrement. Ce serait pas une mauvaise idée à mon sens. Ouais, mais alors la pollution, bonjour. Là, non, parce qu'il y a des extracteurs, c'est pas le problème. Ça. Ouais. Ils l'ont fait à Bobigny, il n'y a aucun problème. Bon, je sais pas. En tout cas, l'écologie punitive, moi j'en ai marre. Je vous le dis sincèrement. Il faut éduquer les gens, mais par contre, moi t'as raison, Christophe. Je veux être catégorique sur un point. Ouais. J'ai un copain qui est mort d'une crise d'asthme à l'âge de 12 ans. Pourquoi? Parce qu'il était à côté du périph'. Vous allez me dire qu'il y a un lien de causalité? Oui, aujourd'hui, si on n'attaque pas la question de la pollution à bras le corps en plantant massivement des arbres et en arrêtant de faire des décorations une fois un arbre par-ci par-là, on ne s'en sortira pas. Ensuite, il faut être très clair. Pourquoi Paris est une ville de véhicules? C'est quand même de la folie. C'est une ville qui est déjà enfermée, contrairement à Berlin ou Londres, qui sont des villes ouvertes. C'est une ville enfermée. Il n'y a même pas de grand parc à l'intérieur de Paris. Il faut en finir avec les véhicules. Il n'y a pas de grand parc. Ils sont où les grands parcs à Paris? Le parc du But de Chaumont, c'est un grand parc. C'est un grand parc, c'est microscopique. T'es sérieux là? Il est grand le parc du But de Chaumont. Tu le fais en 10 minutes. C'est une blague.
Il vaut rien ce parc, c'est pas Impact. Et en plus, pourquoi il existe ce parc? C'est parce que c'était inconstructible. Déjà, l'argument ne tient pas. Non, il faut être honnête. Londres, il y a Hyde Park. New York, il y a Central Park. Ah oui, Central Park. Berlin, c'est plein d'écureuils. Et il y a des parcs Il partout. y a des voitures partout à New York. Oui, mais il y a Hyde Park, Central Park, il y a les grands parcs. C'est très ouvert, c'est pas enfermé. Nous, on est enfermé au milieu d'une autoroute. C'est quand même un truc de dingue. Vous vous rendez compte, il y a une autoroute qui fait le tour de Paris. Ouais. Deux fois 4 voies. Ouais. Voilà, normal. Et ils veulent réduire. Non, il faut en finir, moi, avec le périph'. Je pense qu'il faut arrêter. Ouais, ça va faire plaisir aux taxis qui nous écoutent. Voilà. Mais il y a des solutions alternatives. Ouais, bloquer sur le vieux poncif. Et on fait quoi en fait sur le périph' à la place? On fait quoi? Tu plantes une forêt. Non mais lui, t'as pas compris, il veut chasser les voitures de Paris. Il veut plus de voitures lui. Non, voilà. Ça peut passer à Paris. Que des électriques là, des Non, pas Il a trottinettes, planté des une machins. forêt sur du goudron dégueulasse. Ouais. Mais toi, t'es pas sérieux quand même. Tu vas pas me dire une bêtise comme ça en public quand même. Non, mais c'est du goudron. Il y a quoi sous le goudron? Tu le périphérique. retires le goudron, c'est pas compliqué. Mais tu t'imagines le bordel. Bon allez, moi j'ai un zapping là. Ah, mon pauvre. On a Là, tu zapping. m'inquiètes. Jingle parmi nous. Non, Jingle il est là. Jingle. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. C'est pas ça qu'on le connaît. Voilà, un petit jingle pour démarrer notre zapping. Il est très bien ce jingle. Moi je l'aime beaucoup. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Les premiers mots du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. C'était samedi lors de la passation de pouvoir avec Jean... Comment? Tu le dis très bien. Ah bah oui, pourquoi je dirais pas bien? Faut bien prononcer les noms. Oui, C'est pas forcément évident de la part de quelques-uns de la fachosphère. Oh. Oui, c'est vrai, il a raison. Il aime pas les fachos. Oui. Et pas que. Pap Ndiaye, donc le nouveau ministre de l'Éducation nationale, a eu ces mots en arrivant et en mettant les pieds dans le ministre de l'Éducation nationale. Je suis peut-être un symbole, celui de la méritocratie, mais aussi, peut-être aussi, celui de la diversité. Je n'en tire nulle fierté. Voilà, les quelques mots rapides de Pap Ndiaye, donc le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Alors Christophe, fais gaffe, oui. Parce que là tu viens juste de commettre une bourde qui pourtant n'est pas si fausse que ça. Tu as dit qu'il s'est introduit, qu'il a mis le pied dans le ministre de l'Éducation nationale. Ouais. Ce qui est vrai en même temps, parce qu'entre Ndiaye et Blanquer, ça n'a rien à voir ni l'un ni l'autre. Ouais, et ben, elle est où la bourde? T'as mis un pied dedans, quoi. Ah, pied dedans. T'as mis un pied, bah oui, non, mais pied dans le ministère et non pas dans le ministre. Alors justement, face à cette nomination, il y a l'extrême droite qui est montée au créneau. Quels sont les arguments de Marine Le Pen, par exemple? Qu'est-ce qui choque Marine Le Pen à ce que Pap Ndiaye soit nommé ministre de l'Éducation nationale? Quelqu'un qui défend une idéologie racialiste, indigéniste, wokiste. Et ça, c'est un signal très inquiétant pour l'avenir. Inquiétant pour l'avenir, Gamal Amina, ou pas? J'ai envie de dire, wokiste, ils ont que ces mots à la bouche, indigéniste, racialiste. Non, islamo-gauchiste aussi. Non, oui, c'est le trio de tête. Non, mais il faut être très clair. Bon, Madame Le Pen, qui n'est pas d'une lumière, je le rappelle quand même, ne devrait pas donner de leçons parce qu'il n'y a rien d'inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est que elle, dans son racialisme, puisque c'est ça qu'elle met en avant, elle s'est pas intéressée à la qualité du personnage, elle s'est pas intéressée au discours d'introduction qu'il a donné. Hein, tu veux dire quoi? C'est la couleur de peau? Bien sûr, évidemment que c'est la couleur de peau. Madame Le Pen a un problème, elle se met du jaune sur les cheveux parce qu'elle se prend pour une Suédoise. Faut être très clair. Elle a un problème avec la couleur et elle a un problème avec les hommes qui sont de couleur. Alors je suis désolé, je vais être méchant avec elle, hein, mais Madame Le Pen, qui a eu un bac B au rattrapage, devrait peut-être revoir sa copie. Elle est un peu médiocre elle-même. Tarak sur les arguments avancés par l'extrême droite sur la nomination de Pap Ndiaye, franchement. Bah, d'un côté, il a aussi son passé. Hein. Je veux dire, reprocher à l'extrême droite de reprocher ce qu'est une personne, c'est un petit peu n'importe quoi. Moi, je pense aussi que c'est une réponse du gouvernement à la gauche pour dire regardez ce qu'on est en train de faire. C'est à mon avis, je pense que c'est plus la nomination de Pap Ndiaye. C'est compliqué à dire. T'es l'extrême droite ou quoi? C'est facile. Pap Ndiaye. Tarek Sassi, tu crois que c'est facile? Mais tu peux ne pas dire le N. Tu dis Ndiaye directement. Pap Ndiaye. Ok, bon, vas-y.
Comme Pape Diouf. Ça, j'aurais appris, voilà. Voilà, ouais, c'est ça. Pape Diaye, ouais, ok. Donc, sa nomination, d'un côté, c'est pour rassurer un électorat de gauche de la part du gouvernement. Faut pas s'en cacher. Donc, d'un côté, on savait très bien qu'on allait exciter l'extrême droite avec ça, et que l'extrême droite va repartir avec sa rhétorique traditionnelle. Et bizarrement, j'attends toujours d'entendre islamo-gauchiste de quelqu'un. Moi, j'ai envie de dire Pape Ndiaye, mais la haine au FN, et c'est très bien. Ouais. Un autre problème est beaucoup plus important que cette petite polémique, c'est le problème de l'hôpital. Écoutez ce reportage, il est très intéressant. Aujourd'hui, l'hôpital sous Macron, c'est des fermetures de lits, c'est des fermetures d'hôpitaux et de services. Les soignants estiment aujourd'hui être abandonnés par les pouvoirs publics. Bordeaux, Poitiers, Grenoble, Laval, ils tirent la sonnette d'alarme. Faute de personnel et de moyens, des centaines d'hôpitaux ont été contraints de fermer des lits, voire des services, mettant en péril l'offre de soins au sein de la 7e puissance mondiale. Les services d'urgence ferment de manière épisodique et silencieuse sur l'ensemble du territoire, remettant en cause le principe sécuritaire d'un accès aux soins d'urgence en moins de 30 minutes pour la population. L'inertie de l'action publique face à ces fermetures est une aberration. Face à la tension déjà croissante, de nombreux CHU préviennent. Certains membres du personnel vont devoir revenir sur leur congé d'été. Les directeurs d'établissement demandent à l'exécutif des moyens pour passer ce cap difficile. À l'instar de Rémi Salomon, président de conférence des présidents des commissions médicales d'établissements de CHU. On a un risque imminent de rupture d'accès aux soins. Ça risque de s'aggraver de manière assez considérable pendant l'été. Il manque des lits et des dizaines de milliers de postes dans les hôpitaux. Il manque d'infirmiers parce que les conditions de travail et les rémunérations ne sont pas suffisantes. Pendant ce temps-là, le ministre de la Santé parade sur les marchés en Isère. Olivier Véran qui semble faire de sa candidature aux élections législatives sa priorité. Le soleil, des sourires, des rues animées, des marchés bondés, des militants surmotivés, des discussions engagées sur la vie du pays et de notre belle Circo 3801. Merci. Pour compenser ces absences, beaucoup d'hôpitaux misent sur le recrutement de médecins étrangers. Une situation dénoncée par le président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers de France. La situation est catastrophique. Le système a été déstabilisé et les personnels ont été un peu abandonnés après avoir énormément travaillé pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, nos hôpitaux fonctionnent grâce à l'importation de médecins étrangers venus d'Algérie, de Tunisie ou encore de Roumanie. Sans eux, les hôpitaux ferment. Quel est le comble pour un pays qui subit une pénurie de soignants? Peut-être de continuer à suspendre 15 000 d'entre eux non vaccinés. Pourquoi insister quand on sait que le vaccin ne protège ni de la contamination ni de la transmission? Voilà pour ce problème très important. Et là, pour le coup, c'est un problème qui nous concerne tous. Il vient de quelle chaîne, ce sujet-là? On dirait RT. Ouais, c'est RT, ouais, je crois. Ouais, il est vraiment bien. Ouais, il est bien. C'est la DG Berazac, j'ai Il est reconnu. bien. Non, mais il est bien étayé. Et, vraiment bien. Bravo. Ouais. Ce que j'aime un peu moins dans ce genre de reportage, c'est, vous savez, les extraits des gens. On prend une voix off là pour donner. Voilà, c'est dommage. Mais bon, quoi qu'il en soit, le problème est important. Et il y a un monsieur dont je me rappelle plus sa qualité qui disait: sans les Algériens, les Tunisiens et les Roumains, les hôpitaux français ferment. C'est pas Pelou qui disait ça? Non, c'était un président d'une commission, je ne sais pas. C'est pas Pelou, non. Voilà. Sur le problème des urgences là, qui ferment, on a vu que des CHU sont obligés de fermer la nuit parce qu'il n'y a plus de personnel. Est-ce qu'on réintroduit le personne qui n'a pas été vacciné et qui a été écarté? Il y a 15 000 personnes. On manque de personnel déjà. Qu'est-ce qu'on fait, Gamal? Le problème, moi j'ai donné ma position par rapport à ça. Autant M. Macron a mis le paquet pour que les gens soient vaccinés massivement, il a fait un coup de chantage qui est assez impressionnant au mois de juillet dernier. Autant sur la question du personnel hospitalier, il a tort. Pourquoi? Parce qu'il y avait une méthode simple pour éviter l'imposition de la vaccination. C'était simplement qu'il fasse des tests PCR quotidiens. C'est difficile pour la personne de les faire, mais c'est vrai qu'au moins ça garantissait qu'il n'y avait pas de contamination par mais là, aujourd'hui, la situation étant... Aujourd'hui, il n'y a aucune raison. Il faut réintégrer ou pas? Oui, aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ce personnel ne soit pas réintégré. Évidemment, il faut les intégrer, puisqu'il y a déjà un manque de personnel chronique. Ouais, les services des urgences, même sur Paris, par exemple, vous pouvez attendre jusqu'à 12, 14, 15 heures. Très long. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a plus personne. Taxation, on fait quoi? Franchement, déjà, on réintègre... le personnel qui a été mis sur la touche qui n'ont pas été vaccinés, mais
ce que tu me dis, et ça je le sais aussi sur le terrain, c'est que ça crée un déficit médical aussi à l'étranger, parce que tous ces Tunisiens, ces Algériens qu'on n'a pas dans les pays d'origine, ça crée aussi un déficit médical énorme. Et donc cette crise, en fait, que normalement on aurait dû pouvoir supporter et régler ici en France, eh ben, elle a ses répercussions à l'étranger. Et bon, et là, ce qu'il y a d'intelligent dans ce sujet, c'est qu'ils expliquent clairement aujourd'hui que c'est une immigration professionnelle qui est en train de maintenir la sauvegarde et un petit peu la survie des hôpitaux de France, mais au-delà des hôpitaux qu'on peut plus garder ouverts. Moi, j'irais juste aller à la Riboisière aujourd'hui au niveau de l'insécurité et de l'état sanitaire des hôpitaux. C'est dire si on va pas choper autre chose. Et concrètement, aujourd'hui, je veux dire, voilà, si on tombe malade, on réfléchit à 2 fois avant de faire le 15 ou le 18. Quoi. Concrètement, on en est là. Le problème, c'est que si tu arrives un problème dans certains endroits, par exemple à Bordeaux, Orléans, Laval, etc., la nuit, il n'y a plus d'urgence. Voilà, sauf pour des cas graves. Jafar est avec nous au standard. Allô, bonjour Jafar. Ouais, bonjour, salam alaikum. Salut Jafar, on t'écoute mon Jafar. Bah moi, écoutez, franchement, après c'est vrai que ça fait longtemps que on va dire les hôpitaux, les cliniques, etc., qu'ils ont pris des maghrébins, on va dire que ce soit tunisiens, marocains ou algériens, etc., dans les hôpitaux. C'est bien avant, ça fait très très longtemps. Moi, je me rappelle, ça fait un bail, hein, parce que j'étais opéré à la salle de prière, donc j'étais opéré de cervical. En fin de compte, il y avait énormément d'Algériens, par contre. C'est clair. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'Algériens. Voilà, il y a énormément d'Algériens dedans, c'est vrai, je vous assure. Mais j'aurais voulu savoir aussi, parce qu'on vous parlait tout simplement de la piqûre du Covid. Alors, je vais vous le dire franchement, moi, je pense qu'il ne sert à rien du tout. Parce que moi, personnellement, j'ai attrapé le Covid, j'ai fait les 2 piqûres, et juste après les 2 piqûres, j'ai attrapé le Covid. Moi, je pense qu'il y a des charlatans, mais grave, moi, je le dis, hein. Avant, dans le temps, c'est vrai qu'avec les traitements de nos parents, dans le temps, avec les plantes et tout ce qui s'ensuit, ça marchait super bien. Je me rappelle même une époque où la pénicilline marchait super bien. On l'enlève. Tout ce qui marchait bien, on les enlève. Mais c'est vrai que les remèdes de nos parents, c'est les meilleurs. Je l'avoue. Les fameux remèdes de grand-mère, ouais. Merci mon Jafar. Dans un instant, heureusement que les chroniqueurs ne se chiffonnent pas comme Bendit et Luc Ferry. C'était sur LCI, absolument incroyable. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, on est en place zapping avec Gamal Abina, avec Tarek Sassi, mais aussi avec Jessie Claude qui reste avec nous, invitée de tout à l'heure, conseillère régionale Île-de-France et conseillère municipale. Jessie, sur le fait de l'hôpital, tu souhaitais nous apporter un petit éclairage ? Oui, effectivement, le fait qu'aujourd'hui, quand on se demande pourquoi notre système de santé va mal, pourquoi il est si malmené, le système de santé aujourd'hui, c'est 1,8% du budget national et l'armée, c'est 6,7%. Faut pas se demander aujourd'hui pourquoi un ministère auquel on donne 1,8% du budget va aussi mal. Si aujourd'hui, sur tout mon salaire, je ne pense qu'à m'habiller, que je traite jamais mes dents ou que je ne fais jamais de soins, oui, je serais peut-être bien habillé, mais j'irais mal. Et aujourd'hui, notre société, elle a un rayonnement à l'international qui est super. On a des soldats partout. On est en guerre avec personne, mais on a des soldats partout. Ça veut dire que on investit dans notre rayonnement, pas dans notre santé. On n'a pas de médecins, mais on a des militaires partout dans le monde. C'est super. Mehdi est avec nous au standard. Salut Mehdi. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Salut mon Mehdi. Salut Christophe, ça va? Ouais, très très bien. On t'écoute mon Mehdi. Ouais. Concernant pourquoi on ne fait pas dans les hôpitaux comme ce qu'on fait dans les sociétés, dans le privé? C'est-à-dire, par exemple, que quand vous sauvez quelqu'un, c'est-à-dire quand vous soignez quelqu'un, ou quand une infirmière participe à payer les gens sur ce qu'ils font, ils sauvent des gens, ces gens-là. Je sais pas, faire des primes, des primes au mérite. Les joueurs de foot, on leur donne bien des primes à la fin des matchs. Les patrons du CAC 40, on leur donne des primes quand ils sortent quand ils sortent après avoir coulé la boîte, on leur donne des primes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ça. Ouais. Et pourquoi on ne donnerait pas des primes au mérite pour les gens qui sauvent des gens? Il faudrait déjà qu'il y ait des gens qui puissent les avoir, ces primes. C'est-à-dire qu'il faudrait du personnel déjà. On n'a plus de personnel, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus d'aides-soignantes. Il n'y a plus rien. Qui nous dirigent font mal il y a 15 000 personnes qui sont sous le carreau.
Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des lois qui couvrent les gens du CAC 40, qui couvrent les gens qui se gavent comme pas possible. Mais par contre, les lois pour protéger le petit peuple, il y en a pas. Il y en a pas. Merci mon Mehdi. Merci à toi. Merci à toi. Alors, tiens, dans le zapping, un débat de chiffonnier sur LCI entre Cohn-Bendit et Luc Ferry. Écoutez. Il y a dans la société française et il y a dans les institutions françaises du racisme, de l'antisémitisme. Dans les institutions françaises Il y a... Lesquelles? Alors dis-moi lesquelles. Par exemple, il y a dans la police du racisme. Il y a des gens racistes, il n'y a pas dans la police du racisme. Non, oui, c'est ce que je veux dire. Allez, arrête. Oui, mais ça, arrête. Non, mais laisse-moi finir maintenant. Mais tu dis n'importe quoi, mais tu dis que des conneries, je veux dire, c'est insupportable. Même si je dis des conneries, j'ai le droit de tu n'arrêtes pas, c'est je continue, mon pauvre ami. La tienne, pauvre crétin, va. On se calme. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais tu ne dis que des mensonges en ce moment. Luc et Dany, s'il vous plaît. Mais c'est insupportable, arrête de mentir, on m'a dit des Monsieur le pape de la vérité. Monsieur de la vérité. Elisabeth Borne, pour que tout le monde redescende. Oui, voilà, donc c'était un extrait du report de ce débat. Les chiffonniers. Christophe, t'as intérêt à mettre ça dans le générique du zapping. Bah là, ah ouais, mais là, il faut quand même dire deux mots de ce que dit Cohn-Bendit et de ce que dit Luc Ferry. Luc Ferry, c'est quand même l'homme qui a eu une sortie extrêmement détestable quand il a dit pendant les Gilets jaunes, il faudrait que les gens de banlieue aillent manifester, comme ça la police pourrait taper sur les bonnes personnes. Voilà ce qui a été dit. Ça, c'est Luc Ferry. Et juste pour finir, son excitation, c'est classique en France. Dès que vous dites racisme, on vous traite de dingue, ils disent que vous faites de la victimisation, ils inventent des mots. Ils vous traitent de toutes sortes de choses pour dire que ça n'existe pas. Il faut savoir que dans ce pays-là, c'est un pays merveilleux, il n'y a pas de racistes. Il n'y a que des gens honnêtes qui vous rejettent tout le temps. Hein. Je parle de ceux qui défendent les racistes, mais qui vous disent qu'il n'y a pas de racisme. Donc il faut être très clair. Quand Cohn-Bendit dit ça, il le dit à juste titre, effectivement. Dans les institutions comme partout dans la société, il y a des racistes. Preuve en est aujourd'hui, on a 42% de gens qui votent Front National. C'est ça. Dans un instant, le quiz avec Jessie Claude qui va jouer avec nous, hein? Avec plaisir. Voilà, j'espère que tu vas les défoncer les deux. On l'espère aussi. Les trois même. La belle histoire, la chronique est presque finie, on en est où? Non. Quoi? Il m'en reste encore un petit peu là. Ah bon, bah dépêche-toi, hein. Comment va s'appeler la chronique aujourd'hui? Ça va s'appeler Very A Bad Trip. Very A Bad Trip, très bien, c'est pas mal non plus. Tiens, on prend un appel rapidement avant la pause. Allô, bonjour, qui est avec nous? Ouais, salut Christophe, c'est Jamel. Ouais, salut Jamel. Oh, salut Jamel. Salut à toutes et tous. C'est génial, attends, c'est génial. Ça va mon Jamel, qu'est-ce qui se passe? Ça va. Bah écoute, moi j'écoute l'émission là, j'ai repris en cours. Comment veux-tu motiver des gens à devenir aides-soignants, infirmiers quand tu vois comment ceux qui sont aides-soignants et infirmiers et autres du corps médical sont traités? Entre le traitement lorsqu'ils manifestent, le traitement lorsqu'ils travaillent, le traitement lorsqu'ils veulent travailler. Et moi, ce que j'ai trouvé dégueulasse, c'est qu'on autorise un certain territoire à les gens à ne pas être vaccinés, et en métropole, non, c'est obligatoire. Faut être égalitaire, mais comment motiver? C'est comme la dernière fois ce que je t'ai dit sur les gens qui travaillent en restauration et qui ont trouvé d'autres alternatives et qui ne veulent pas retourner parce qu'ils sont exploités. Là, c'est pire. C'est vrai que c'est mal payé. Les gens sont là, sont on est d'accord, mon Jamel, c'est super mal payé, ils font des heures interminables et parfois ils se retrouvent à une infirmière pour un service de je sais pas combien de patients. Ouais. C'est-à-dire qu'on va y aller, on n'a pas forcément la paye. On va y aller justement là, j'ai la pub, mon Jamel. Merci à toi, merci mon ami. Dans un instant le quiz et Monsieur la belle histoire pour sa chronique de résumé de fin d'émission. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 et c'est l'heure du quiz avec aujourd'hui autour de la table Tarek Sassi en commençant par ma droite, Jessie Claude plutôt est aussi avec nous, Gamal Abina et la belle histoire. Tout le monde va jouer, c'est parti, on y va, générique. Le quiz. Avec mes petites questions en rapport avec l'actualité pour quelques-unes d'entre elles et en rapport aussi avec la date d'aujourd'hui, nous sommes le 23 mai. Qui est élu d'ailleurs président de l'Assemblée nationale française en 1998 98 98. De l'Assemblée nationale, Michel Debré. Non, c'est pas Michel Debré. Jean-Louis. Non. Seguin. Non. Je rappelle que. De l'Assemblée nationale 98. Je rappelle que c'était sous la gauche. Non. Non. Forny. Non. Jospin. C'est pas formidable. Fabius. Fabius est une bonne réponse. Bonne réponse. Mon Tarek Sassi, bravo. Mazel tov. Quel joueur a décidé de rester au PSG? Mbappé. Mbappé. Ouais, vas-y, je suis nul en foot, moi. Bah, Kylian, quand même. Kylian.
Voilà, Nasser Al Khalifi a dit de lui qu'il était le meilleur joueur au monde cet après-midi lors d'une conférence de presse. T'as vu ce qu'il lui paye? Bah oui. Une partie du toit de quel terminal, de quel aéroport s'est effondré en 2004? Charles de Gaulle. Absolument. Bonne réponse. Mon cher Gamal, ça avait fait 5 morts quand même. Hein. On est à combien là? On est avec 3 questions. Je sais pas moi, la Mbappé, Il y a je sais un pas chacun. qui Mbappé, je crois. Un chacun. Mbappé, c'est moi. Toi, tu viens d'avoir la De Gaulle. dernière. Et toi, Fabius. Ok, faites vos trucs tranquilles. Inquiétude d'une remontée importante du Covid dans quel pays européen? Angleterre? Non. Portugal. Portugal, bonne réponse. Portugal, ça remonte sérieux et c'est très inquiétant en ce moment. 5e question, je cherche à présent un ancien Premier ministre grec mort en 1996. Ah, comment il s'appelait déjà? C'était Rastapopoulos, non, j'y connais. Quoi? Je dis Rastapopoulos pour déconner. Mais c'était. Comment il s'appelait Mais non, déjà? c'est pas. Non, mais c'était une blague. Je cherche un ancien Premier ministre grec mort en 1996. Non mais t'es sérieux toi avec tes grecs là? Si. Oui, bah quoi? Il était connu, il était connu. Voilà. Non mais. Attends. C'est une belle question ça. Ah oui, c'est une vraie question. Bien joué. Miropoulos. Quoi? Miropoulos. Non, pas Miropoulos. Quoi? Constantopoulos. Non. Andreas. Ah ouais. Andreas quoi? Andrea Poulopos. Non, pas Poulopos, non, c'est Andreas. Constantopoulos. Andreas. Je me rappelle plus. Papandreou. Papandreou. Ah là, Papandreou. Voilà, Papandreou. Ouais. Bah oui, mais vous l'avez pas trouvé, c'est tout. Ouais, mais ça me sort. Faute de soignants, combien de services d'urgence ont été fermés ou s'apprêtent à l'être 40 selon SAMU Urgence de France? 41, je pense. T'es très loin du compte. 500? Non, moins quand même, faut pas exagérer. Alors donnez-moi un chiffre. 80, j'ai 80. 80 pour Gamal Abina. Tarek? 30. 30 pour Tarek Sassi, la belle histoire. 120. 120 pour la belle histoire et Jessie Claude. 50. 120 était la bonne réponse, bien joué, la belle histoire. Puis 120. Par hasard. 120. Bonne réponse. Faut jouer l'auto. Hein. Je cherche à présent un animateur de radio qui est mort en 2006. Il a travaillé de nombreuses années sur RTL avec les célèbres émissions Les routiers sont sympas. Max Meignier. Max Meignier. Bonne réponse. Victoire de la belle histoire. Je connais pas. Comment ça, tu connais pas Les routiers sont sympas sur RTL? Non, j'écoutais pas la radio. Aucune culture. Absolument. Ça, là, Bravo. Là, il n'y a pas de hash Google. Hein. Ouais, absolument. Bon. Max Meignier, RTL. Gamal Abina, Tarek Sassi, C'est vieux. Jessie Claude qui est encore avec nous. L'heure est d'écouter maintenant notre ami La Belle Histoire qui vous a écouté attentivement et qui va nous faire le résumé de cette émission. C'est parti pour cette chronique La Belle Histoire. Nous t'écoutons. Alors, je vais te dire là que nous sommes en direct. Merci, et oui. qu'en étant en direct, il y a plein de choses qui ne vont pas. Déjà d'une, c'est que je suis en train de mâcher un chewing-gum. Ouais. Et je vais faire une petite technique pour que ça marche. Tu l'avales? Voilà, c'est bon. Ouais. La deuxième, non, je l'avale pas, je vais le recracher même carrément. C'est plus sympa. Voilà, c'est mieux. Effectivement, heureusement que nous sommes à la radio, mesdames, messieurs. Je bois un peu d'eau. Ouais, ça va, La Belle Histoire, Voilà. tu te crois où là? Ben, je me crois dans mon émission. D'accord, ouais, c'est bien ce que j'ai compris. Oui. Voilà. Bon, Et je viens juste de finir. Pourquoi? Parce que mon stylo m'a lâché en cours de route. Et j'ai dû prendre un autre stylo. ah, tu veux un studio France Maghreb 2? Tiens, j'en ai un. Tiens. Ah, bah tiens, c'est Tiens, voilà, tiens, c'est voilà. super gentil. Voilà. En mémoire du service rendu. C'est ça. Alors, c'est parti maintenant, mesdames, messieurs. Donc, la chronique du jour, en ce 23 mai 2022, s'appelle Very a Bad Trip. Comme Damien Abad. Évidemment. Pour commencer cette émission du Grand Forum sur France Maghreb 2, nous avons donné la parole à Jessie Claude. Parcours sans étiquetage, politicien particulier qui décida d'agir libre, comme Valérie Pécresse, notamment en s'engageant auprès de Valérie et dans sa ville, la jolie commune de Fresnes. Une femme des quartiers noire, française et républicaine chevillée au corps. La nomination de Pape Ndiaye à l'éducation nationale nous invite à espérer, mais comme le dit Gamal, sa couleur est encore en France en 2022, sujet à problème avant même d'entrer en fonction au ministère. Pourtant, l'extrême droite critique de la tambouille Blanquette Jean-Michel, le blanc avec Sarah El Haïry, je le dis Sarah El Haïry puisque le ministre actuel de l'Éducation nationale a écorché son nom, comme quoi c'est des deux côtés, en secrétariat d'État protectorat, Zemmour et Le Pen auraient pu se satisfaire qu'après 5 années de fumée noire éducative, Vatican II de l'hôtel de Rochechouart
qui a vu s'égrener tant de ministres rue de Grenelle, la fumée blanche annonce laïquement par le propos canonique Abemus Papendiaï. Bien joué. Jessie Claude, que je n'oserais pas appeler Madame Claude, ne vit pas dans le Ça c'est dégueulasse. Pardon. Ça c'est dégueulasse. Carrière foutue. Non, on me l'a fait souvent. Ne vit pas dans le Pas-de-Calais, car Fresnes est plus efficace, lol. Même si avec une prison pas loin, elle pourrait s'appeler Jessie Matador ou Maton d'Or, MDR. Blague à part, Jessie Claude se fait progressivement un nom en politique au sens le plus noble du terme. Fière de ses racines, de ses convictions, elle apporte sa part de renouveau démocratique ancré dans les réalités de terrain, incité au réveil citoyen, notamment dans les quartiers populaires. Après avoir tant donné, et encore aujourd'hui, c'est pas encore fini, la transmission est son credo, requiem pour un engagement fort. Very good trip en somme. Parlons à présent du very bad trip. Damien Abad, ministre des Solidarités, qui verra bientôt ses collègues se désolidariser de lui, de l'autonomie perdue et de la personne handicapée par une affaire d'agression sexuelle présumée. L'ex-patron des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale a quand même été nommé ministre malgré un signalement adressé à Renaissance et les Républicains. Deux femmes l'accusent de viol. Guérini et Castaner ne voient pas l'alerte n'ayant pas consulté leur mail. La blague. Les réactions pour appeler Abad à la démission sont moins bavardes, voire gênées aux entournures quand il s'agit d'un des leurs, là où quelques jours auparavant, le tribunal politico-médiatique a condamné sans vergogne Taha Bouhafs. 2 points, 2 mesures, ce qui ne va pas dans le sens de la justice, parce que glaive et balance a besoin d'équilibre absolu. Olivia Grégoire, nouvelle porte-parole du gouvernement, fut prudente en portant la lourde parole de l'exécutif sur les violences faites aux femmes, sobre et statu quo de rigueur. Quand LREM nous promettait en 2017 le nouveau monde, Renaissance rejoue l'entourloupe du en même temps. Avec Darmanin à l'intérieur et Dupond-Moretti à la chancellerie, les deux reconduits ne chancellent pas face à d'éventuelles affaires judiciaires. Affaire à suivre. Nous avons reçu en distanciel Aminata Niakate, avocate et candidate de celle qui pourrait abandonner la robe pour la NUP, va à l'assaut glorieux de la 13e circonscription de Paris, comportant la moitié du 15e arrondissement de la capitale. Vivant à Paris après 35 années à Vitry-sur-Seine, elle milite également pour la réhabilitation de nos anciens avec conviction. Conseillère de Paris, indépendante et conquérante, au point d'en faire pousser un soupir à plein poumon à Tarak Sassi, au point de l'appeler dans l'émotion Madame Niakité. Le catcheur a sorti ses tripes pour revendiquer ses droits à vivre en paix à Paris. La parade nuptiale mélanchoniste qui demande à ses partenaires de lui faire confiance comme K. Le livre de la jungle politique tente à végétaliser le périphérique parisien, rénové par les Mougli-Pitons en Jésus-Marie-Joseph de pollution à vie. Personne n'est dupe, et pourquoi pas remplacer le périph' par le bayou du Mississippi. Scandale, à Sarcelles, un immeuble du bailleur HLM 3F est livré par Bouygues. Une femme, Souaïla Kam, a failli mourir sous plusieurs mètres d'eau il y a quelques jours dans un ascenseur au niveau -2. Ouais. Secouru par des pompiers, et le frère de la jeune femme. C'est un scandale absolu du résultat du tout béton, sans la qualité, qui va avec dans nos quartiers populaires, malheureusement, consistant à faire un maximum de profit au mépris de la sécurité des locataires. Ukraine, un autre Russe a été condamné à perpète, un soldat russe, Poutine, lui, n'étant président qu'à vie. Pour répondre à Le Pen Zemmour, je suis comme Papendiaï, je suis woke, éveillé à la cuisine chinoise, lol. Bien sûr. Il est urgent d'ouvrir les urgences à la dangereuse période d'été qui approche. Fermeture des lits, manque de soignants, délétère signification d'une France tenant à sa souveraineté en tout domaine. La situation, si elle empire, verra la réapparition du salpêtre sans pitié pour nous patients. Et revoilà le récidiviste Cohn-Bendit s'embrouillant avec l'ex-ministre de l'Éducation nationale qui n'a de féerie que le nom. Manquait plus que Gilbert Collard pour assurer le spectacle. C'est clair. Mystique polychrome, oh, mystique tu nous manques, mystique est parti, oh, mystique dans nos cœurs.
mystique de son vrai nom Radia Novat, est décédée hier, artiste plasticienne spécialisée du street art parisien notamment. Enfin, on nous demande de vivre le moment présent, alors que nous vivons au mieux dans le présent, au pire dans l'instant. Plus le temps d'avoir le temps. Et pourtant, j'ai des racines comme un arbre et des ailes comme un oiseau. Quand je parcours le monde, c'est pour voir les différences se propager, et notamment l'amour. Very good trip. Merci, la belle histoire. Bravo pour cette belle chronique d'aujourd'hui. Pour entamer cette semaine, tu seras avec nous demain. Demain, il y a un gueulard qui sera là, Pierre-Henri. Ouais, Pierre-Henri avec Ali. Eh bien, nous le recevrons avec plaisir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Tarek? Tu veux revenir demain? Je peux rien garantir. Vas-y, reviens si tu veux. Voilà, ça va être sympa. En plus, il va y avoir un candidat que Pierre-Henri a eu l'occasion de rencontrer à l'époque des départementales. Lui avait dit: mais vous n'arriverez pas au deuxième tour. Il est arrivé non seulement au deuxième tour, il avait fait 19%, très beau score. Il sera avec lui pour lui rappeler demain. Les pronostics de Pierre-Henri ne valent que pour lui-même. Oui, c'est pas très sérieux. En tout cas, il n'est pas entré au gouvernement. Bah, encore heureux. Merci, Gamal Abina. Merci. L'esprit de cohésion et d'équipe, je vois qu'elle est là. L'équipe, on l'a choisie. Merci, Gamal Abina. Merci, Tarek Sassi. Merci beaucoup, Jessie Claude. À très bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment, malgré l'offense de la belle histoire la dernière minute. Ah ouais. Voilà. Un coup en dessous de la ceinture. Il aurait pu la mettre en prison avec Jesse James. Ouais, c'est ça. Merci à tous. Dans un instant, vous l'entendez, Medjad, il est là. Dans un instant, pour la Roubla, pour vous offrir des cadeaux jusqu'à 20h. Restez bien avec nous sur votre radio France Maghreb 2.